Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve pour un nouveau numéro de Super Friends, votre émission qui part à la rencontre des gens qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur métier. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Olivier Jalabert avec nous. Bonjour Olivier. Salut Arnaud et salut tout le monde. Ça me fait vraiment donc très plaisir de te recevoir après avoir passé les 3 dernières années à te faire des invitations et qu'on n'a jamais réussi à trouver le temps de se retrouver. Bah tu vois, finalement il a fallu attendre un bel été pluvieux pour en arriver là. C'est ça. Et aujourd'hui, vraiment, si je voulais t'inviter, c'est pour parler de Glénat Comics, dont tu as été le directeur éditorial de 2014 à 2021. Et j'aimerais justement profiter un peu du fait que tu as une nouvelle aventure maintenant chez Dupuis pour essayer de retracer avec toi cette aventure éditoriale. Et de cette façon aussi aborder qu'est-ce que c'est le comics en France, le comics indé, comment varier les formes et les plaisirs, quelles ont été un peu tes stratégies, tes constats, ton bilan, vraiment essayer de faire un petit peu le tour de l'horizon de cette vaste aventure. Mais avant toute chose, Olivier Jalabert, il faudrait que tu te présentes, puisqu'il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas en nous écoutant, puisque toi et le comics, c'est quand même une très 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 longue histoire. Oui, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a démarré quand j'avais 9 ans avec l'achat de Strange numéro 52. On est alors, et là ça va faire peur à tout le monde, en 1974. Donc c'est vieux, avril précisément, puisqu'à l'époque sur Strange, tu avais le mois de parution. Et voilà, j'avais 9 piges. J'avais déjà depuis 2 ans une certaine appétence pour la bande dessinée parce que j'ai découvert LOL, la BD au travers des éditions Dupuis à l'époque, puisque je lisais les Petits Hommes. C'était le premier bouquin que j'avais acheté. Puis après, j'avais demandé de l'argent de poche à mes parents pour acheter d'autres choses. Et c'est mon frangin qui un jour m'a ramené ce Strange 52 parce qu'un copain à lui travaillait au NMPP. Et donc, j'ai découvert les super-héros Marvel à l'époque. Je pensais même que c'était fabriqué en France. Et donc, c'est une passion qui a été un vrai coup de foudre. Je trouvais ça génial parce qu'il n'y avait rien d'équivalent évidemment dans le paysage à l'époque, que ce soit en bande dessinée ou que ce soit encore moins en audiovisuel. Je parle même pas de jeux vidéo qui n'existaient pas, mais puisqu'on est, je vous le rappelle, en période pré-internet. Si, ça existait. Et donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau, d'éclatant, de flamboyant, de dynamique. Et surtout des personnages, donc l'univers Marvel qui était très incarné, puisque on parle de New York, les années 60-70, avec des personnages qui pourraient être nous, en fait. C'était la grande force de Stan Lee d'avoir conçu cet univers dans le réalisme des États-Unis. Et donc, je suis tombé amoureux littéralement de cet univers-là, et c'est une passion qui, depuis donc 45 ans maintenant, ne m'a jamais quitté puisque je continue d'acheter du comics, Marvel, DC, indé, d'en lire beaucoup, trop peut-être, mais c'est comme ça. J'ai troqué il y a quelques années déjà l'achat des floppies parce que je lis le comics en VO depuis 2 ou 3 décennies maintenant, et donc j'ai arrêté d'acheter les mensuels parce que je m'y perdais un peu. Des fois je ratais un numéro, c'était la galère pour les trouver, donc maintenant je fais du paperback. C'est plus simple, ça me permet de lire des storylines. Et puis d'ailleurs, ça fait quelques années que les Américains conçoivent leurs séries, y compris dans des séries au long cours comme Spider-Man, comme des story arcs en fait. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré gamin dans l'univers des comics américains et donc des comics de super-héros, parce que c'est le genre prédominant qui finalement a donner un peu sa définition au mot comics, parce qu'aujourd'hui si tu vas dans la rue tout à l'heure là et que tu demandes aux gens c'est quoi le comics, ils diront c'est les Marvel, parce que forcément la prédominance des titres de super-héros aux États-Unis a été suffisamment marquante pour que le public aujourd'hui fasse l'amalgame entre comics égale super-héros. Or ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de comics indépendants. Mais en tout cas, c'est l'idée qui en ressort. Donc, je mettais tout mon argent de poche. J'en avais pas forcément des masses, mais dans l'achat de Strange à l'époque, puis de Titan, puis de Nova, puis de Special Strange. Tout le monde se souvient de la sortie, enfin tous les vieux se souviennent de la sortie de Special Strange numéro 6 avec les nouveaux X-Men, l'arrivée de Wolverine en particulier, qui s'appelait à l'époque Serval. Donc voilà, donc ça m'a jamais quitté.
Et après, je suis passé évidemment à des choses un peu plus adultes, avec notamment l'arrivée de Frank Miller. Avant Frank Miller, il y avait Neil Adams, mais Neil Adams était déjà là en fait quand j'étais gamin. L'arrivée de Frank Miller, les années 80, les fameuses glorieuses où tu as Alan Moore. Ça, c'est que toi, tu as vécu la publication de DKR, de Watchmen, de tout ça en temps réel. En live, ouais, je me souviens très bien, parce qu'en plus, j'avais acheté une maison d'édition qui n'existe plus, mais qui avait été marquante aussi, c'était Haredi. Oui. Il y avait Lug, qui était l'éditeur Luc Dunum lyonnais pour tout ce qui est Marvel. Donc Lug égale Marvel dans l'esprit des mômes à l'époque, tu vois, c'est la même chose. Et il y avait quelques maisons d'édition qui publiaient un peu de DC Comics, comme par exemple Sage Édition qui faisait du Batman et du Superman principalement, mais également Haredi qui a beaucoup produit pendant quelques années. C'était basé à Tourcoing dans le Nord. Et là, tu pouvais lire Flash, Green Lantern, Wonder Woman, mais également quelques titres Marvel qui n'étaient pas publiés par Lug, parce qu'en fait, dans ce tranche, tu avais 4 séries, et sauf qu'aux États-Unis, il y avait Captain America qui ne sortait pas chez Lug, et plein d'autres séries comme ça. Donc, les Avengers, d'ailleurs, les Vengeurs, on disait à l'époque, on ne disait pas en VO. Donc, tout ça, je l'ai découvert au fur et à mesure, et j'achetais comme un malade dès que je pouvais les comics. Et donc ça m'a permis après de voir l'évolution. Quand Miller, je le disais, est arrivé dans Daredevil, par exemple, ça a été quelque chose de fort. Et d'ailleurs, au début, j'aimais pas, je trouvais ça trop violent parce que je n'étais pas habitué. Et c'était archi censuré, hein, vous le savez. Je veux dire, chez Lug, ils étaient assez violents, ils coupaient des épisodes, enfin, c'était horrible. Et puis finalement, grandissant, commençant à atteindre l'adolescence, un peu plus que l'adolescence, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et là, je me suis ouvert à d'autres choses, et notamment à tous les auteurs anglais qui sont devenus un petit peu la vague fondatrice de Vertigo, ce label qui est historique et puis d'une qualité folle à l'époque. Avec Sandman évidemment de Neil Gaiman, V pour Vendetta, qui a été repris puisque c'était sorti d'abord en Angleterre en magazine. Enfin, ça avait commencé en magazine, puis ça a été poursuivi et terminé en comics chez DC. Et puis, il y a eu des titres comme Swamp Thing, par exemple, La créature du marais, qui sortait sous label DC, qui est passé sous label Vertigo. Donc voilà, il y avait une diversité avec un côté un petit peu plus adulte. On dit souvent, ouais, c'est un peu plus sombre. C'est vrai, mais ça reflétait aussi pas mal, je pense, la société de l'époque, parce que c'est l'ancrage aussi de ces auteurs-là, en particulier sur la scène anglaise, qui est une scène qui était un petit peu plus adulte, parfois un peu plus trash aussi. Je pense à Preacher, par exemple, de Garth Ennis. À l'époque, j'étais libraire, donc chez Album Comics à Paris, on était rue Dante, hein, on n'était pas à Boulevard Saint-Germain encore. Et avec mes collègues, c'était le rituel. Quand Preacher arrivait, on le prenait à la pause déj et on en parlait toute la journée. Donc on disait aux clients, non mais n'achetez pas Witchblade, achetez plutôt Preacher. Je me souviens de ça. Et genre, ouais, mais non, mais moi, je trouve que la meuf, elle est bonne dans Witchblade, je préfère Witchblade. Donc je dis, ouais, mais essaye Preacher. Bon, ça a marché parfois, pas tout le temps, mais de temps en temps, voilà, on arrivait aussi à faire découvrir des séries. Donc ça, c'était un peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rester dans ce monde qui était mon monde fantastique personnel et d'en faire ma profession. Donc là, j'ai vraiment du bol. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le hasard des circonstances de la vie, disons. Tu te rappelles plus comment tu as fait pour devenir libraire Si, je me rappelle très bien. J'étais, après des études scientifiques, il a fallu que je fasse quelque chose pendant 1 an qui s'appelait à l'époque le service militaire. Ça n'existe plus aujourd'hui, enfin pas dans cette forme-là. Et donc, j'ai pas pu terminer mon DUG de sciences à l'époque, et je suis parti pendant 1 an en Allemagne pour aller faire le couillon dans la forêt noire. Mais quand je suis revenu, je me suis dit, bon allez, je vais finir le DUG, je vais voir ce que je fais après, etc. La trajectoire que j'étais en train de prendre, c'était celle de devenir enseignant, en gros.
parce que c'était un peu le débouché de ce qu'on appelait les SVT à l'époque. Et puis, en fait, je me suis installé avec ma nana de l'époque. Pour la première fois, je quittais le domicile parental. Et donc là, on est fin 90. Et je me suis dit, bah, faut payer un loyer, du coup, faut trouver du taf. Et en fait, par un copain, je suis rentré dans l'exploitation cinématographique pour aller travailler dans un cinoche qui n'existe plus, en tout cas dans sa forme de l'époque, qui était le Forum Horizon, qui est devenu depuis l'UGC Cinécité Les Halles. Donc de 90 à 92, j'ai fait ça. C'était assez cool. Je suis même allé au Festival de Cannes en loose day, c'était sympa. Et puis, quand UGC a racheté le groupe Le Moine qui possédait ce cinéma, j'ai décidé de pas rejoindre UGC parce que je trouvais ça trop gros, en fait, trop corporate. Et puis, j'ai fait d'autres trucs. J'ai bossé, j'ai fait des petits boulots aussi. J'ai travaillé chez Toys R Us, par exemple. Je vendais des voitures à pédales, des trucs comme ça. C'était marrant. Et en fait, ça nous amène fin 94, début 95. Et là, je commence à être vraiment dans la galère. J'étais au chômage et il fallait que je trouve du boulot parce qu'il fallait payer le loyer encore une fois. Et c'est mon copain Bruno Terrier qui était le chef de Album Comics à l'époque, donc Rue Dante, qui me dit bah tiens, si tu veux, j'ai besoin de quelqu'un pour bosser un peu avec nous. Est-ce que tu es dispo et tout? J'ai dit bah ouais, de toute façon il faut que je bosse. Et puis ça a été la révélation. Donc je suis rentré chez Album Comics en 95 avec une équipe cool qui sont restés mes potes. Il y avait Touboul d'ailleurs à l'époque, salut Philippe, qui est aujourd'hui un traducteur émérite, avec qui j'ai le plaisir de travailler chez Glénat. Il fait plein de choses intéressantes. Et donc il y avait Philippe et Trambert à l'époque à Album Comics, parce que Bruno, lui, allait ouvrir une boutique à l'époque de Laserdisc, avant le DVD. Donc là on est vraiment chez les dinosaures. Et donc, Philippe et Trambert ont décidé à un moment donné de voler de leur propre aile et d'ouvrir leur librairie qui s'appelait Arkham. Et moi, je suis resté chez Album et du coup, j'ai eu le privilège de prendre la direction de la librairie à ce moment-là. Donc, on est en 96. Et donc, j'ai, pendant à peu près un peu moins de 13 ans, travaillé pour développer en fait cette librairie. Qui est passé de la rue Dante au boulevard Saint-Germain, qui existe encore aujourd'hui, et de créer un peu mon réseau de relations, à la fois évidemment avec la distribution et la diffusion des comics en France, en VO et en VF, puisqu'on a dès 97 commercialisé les bouquins de Panini à l'époque. Donc c'était Marvel France. C'était sous cette marque-là. Et puis évidemment, Semic, avec mon copain Thierry Mornay, qui était le rédac-chef chez Semic. Donc on a fait plein de choses marrantes, des dédicaces de ouf avec Todd McFarlane, avec Jim Lee. Quand il se déplaçait encore en France. Ouais, il se déplaçait. Non, on a fait vraiment des trucs assez rigolos. Donc, c'est devenu, voilà, la librairie Album était déjà très connue avant mon arrivée, hein, mais c'est vrai que quand on a investi la brasserie qui était au 67 boulevard Saint-Germain pour mettre le Album Comics d'aujourd'hui, on a fait pas mal d'événements, on a investi pas mal sur des dédicaces, de la déco, etc. Donc, c'est devenu un peu une plaque tournante en France du comics, un point de rendez-vous pour pas mal de gens, et puis ça m'a permis de faire connaissance avec plein d'autres personnes, comme plein d'auteurs avec lesquels je travaille aujourd'hui en création. C'est marrant, je pense à des gens comme Nicolas Karamidas par exemple, qui était un fidèle parmi les fidèles de la librairie, et plein d'autres comme ça. Tout le monde s'est un peu croisé à l'époque à Album Comics, et comme je suis un éternel ado, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc j'ai fait pas mal de piges pour des magazines, pour Panini pendant une dizaine d'années, pour plein de revues différentes, que ce soit Batman quand ils ont eu la licence DC, ou des titres X-Men comme Extreme X-Men. J'ai longtemps travaillé sur ce bouquin. Et donc c'était sympa parce que ça me faisait vraiment m'investir au-delà d'être libraire, c'est-à-dire de participer un peu à la vie du monde du comics en France. Donc je dis ça avec humilité parce que d'autres l'ont fait avant moi et d'autres le font aujourd'hui encore. Mais c'était une expérience hyper enrichissante pour moi parce que je vivais dans l'univers qui m'a bercé depuis gosse, en fait.
Et donc ça m'a permis de nouer des relations avec les Américains, avec les auteurs, mais également avec les éditeurs, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Ce qui m'a permis aussi de développer des relations avec le Festival d'Angoulême pour travailler sur des partenariats. On a fait venir ensemble, par exemple, Will Eisner, qui a été pour moi une des grands moments de ma carrière. C'est de passer plusieurs jours en compagnie de Will Eisner et de l'écouter religieusement, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire quand on rencontre Will Eisner, en fait, parce qu'il en sait plus que nous, en fait. Enfin, savait. Et puis... le fait de rencontrer des gens comme Joe Quesada, par exemple, ou Jeff Loeb, m'a permis d'envisager des projets un peu foufous, de réaliser des partenariats qu'on pensait improbables à l'époque. En 2006-2007, j'ai une proposition de Mourad Boudjelal et mon copain Jean Vaquet chez Soleil, de rejoindre l'équipe Soleil pour travailler sur des idées justement de partenariat, d'achat de licences, des licences de jeux vidéo comme World of Warcraft par exemple, ou Warhammer, on a fait des choses comme ça, Heroes aussi. Et donc j'ai quitté un peu le cocon et la sécurité d'album pour me lancer dans l'édition. Donc là on est vraiment fin 2006, début 2007. Et j'ai eu cette idée folle de proposer à Soleil de faire un partenariat avec Marvel Comics. Donc c'était un peu un rêve complètement foufou, mais ça a marché en fait, parce que Joe Quesada et toute l'équipe, Dan Buckley qui est le publisher à l'époque, étaient hyper enthousiastes, parce que Joe était venu en France en fait à Angoulême en 2005 de mémoire, et ils étaient hyper enthousiastes à l'idée de publier sous marque Marvel des séries du catalogue Soleil. Et donc on a fait un partenariat assez génial où sont sorties une quinzaine, je dirais, de séries de mémoire. Skydoll de Barbucci et Canepa, Universal War One de Denis Bajram. Il y a eu la geste des Chevaliers Dragons aussi de Ange, et plein d'auteurs, puisqu'il a travaillé avec Varanda par exemple, ou Brionnes qui avait aussi travaillé chez Marvel, enfin qui a travaillé chez Marvel et qui travaille je crois encore chez Marvel. Et puis d'autres séries comme ça. Il y a eu Les Naufrages d'Ithaque de Christopher Arleston et Adrien Floch, Kokaburaka avec Ramos. Bon là c'était un peu plus facile parce que Ramos c'était déjà une star chez Marvel à l'époque. Ouais. Et voilà, donc on s'est bien amusé avec ce partenariat, et puis ça m'a permis aussi de découvrir d'un point de vue industriel le fonctionnement en fait du business de licence. Et ça c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu, et puis mais sans avoir vraiment de repères. Et là ça m'a permis je dirais, de me jeter à l'eau. J'étais un bleu beat à l'époque, hein, donc j'étais un libraire depuis plusieurs années, mais en tant qu'éditeur j'étais un newbie total, quoi. Et donc, ça m'a permis de me forger à cette école-là et d'apprendre plein de choses. Et on s'est bien marré avec Jean, avec World of Warcraft. C'était assez génial, puisque c'était un auteur Soleil, Ludo Lulabi, qui faisait la série. Et donc, on avait fait ça sous la forme d'une sorte de partenariat avec l'équipe de Jim Lee, puisque c'était Jim qui supervisait ça chez Wildstorm à l'époque, puisque Wildstorm était encore indépendant de DC. Ça faisait partie du groupe, mais ça restait indépendant quand même en termes de gestion. C'était à La Roya, donc au-dessus de San Diego. Voilà, donc on s'est pas mal amusé, et puis ça m'a permis aussi de faire de proposer un autre partenariat un peu marrant entre Panini et Soleil, donc pour faire le label Fusion. Je sais pas si les gens s'en rappellent aujourd'hui, mais on avait fait ça avec Sébastien Dalin et Marco Lupoy et Walter Desmarquis aussi, de faire ce partenariat où, sous marque Fusion, qui était copropriété de Soleil et de Panini. Donc on a sorti Heroes par exemple, Buffy également, et puis d'autres bouquins de la scène, on va dire, plus indépendante. On s'était essayé à une création aussi avec Wanderers, justement dessiné par Philippe Brionnes et écrit par Claremont. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès qu'on espérait. Mais voilà, donc ça a été une période pour moi très importante, charnière dans ma carrière, puisque je mettais le pied vraiment à l'étrier de l'édition, parce que même si
je dirais de 98 à 2007, j'ai collaboré à de nombreuses séries chez Panini. C'était, on va dire, du consulting éditorial pigiste, en fait. Ouais. Que là, il y avait un autre rôle qui se dessinait pour moi, qui était de découvrir et d'apprendre le métier d'éditeur. Et donc, pas à pas, de découvrir un peu les rouages de cette profession et puis de retrouver des copains chez Soleil, comme je parlais de Nicolas Karamidas, par exemple, qui était un auteur, enfin, qui avait sa série culte Luna. Pierre Allary aussi, mon pote Pierre Allary, qui lui aussi travaillait chez Soleil. Enfin voilà, il y a eu comme ça des nouvelles rencontres, on recroisait des copains et qui a permis de continuer un petit peu d'explorer de nouvelles choses. Et puis après, j'ai passé un petit peu moins de 3 ans chez Ankama, où là, j'ai travaillé à la fois sur des idées justement d'acquisition de droits, mais beaucoup de vente de droits, essayer de participer en fait au développement d'Ankama sur la commercialisation de leur licence Dofus Wakfu à l'export. Et un petit peu d'édition. Je me suis fait plaisir, par exemple, à publier DC First Wave. Ça m'avait amusé, le bouquin de Brian Azzarello, enfin l'univers qu'avait créé un peu Brian Azzarello à l'époque. Donc pour moi, je gardais toujours un petit peu un pied dans le comics en faisant ça. Ça m'avait fait pas mal kiffer. Et puis on s'est quitté avec Ankama fin 2013. Et là, j'ai passé quelques mois en indépendant. Je trouvais ça cool. C'était la première fois que j'osais le passage du salariat à un statut de freelance. Ouais. Et pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. D'aucuns diront risqué. Oui, forcément. Mais je me suis dit, il faut que je le tente un jour parce que sinon, je regretterais toujours de ne pas l'avoir fait. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit allez, je vais tenter des choses. Et donc j'ai travaillé sur plusieurs chantiers, notamment 2 expos qui ont eu lieu dans la précédente, avant la future incarnation du musée Art Ludique à Paris, avec l'exposition des super-héros Marvel, où avec mon camarade et mon mentor Frédéric Manzano, qui est le libraire des éditions DS, on a réuni je ne sais plus combien de centaines d'originaux, de planches originales de Marvel, beaucoup grâce à Fred, parce qu'il a une connaissance encyclopédique du sujet et en plus les contacts idoines. Et donc, on a fait cette expo Marvel qui a été couronnée de succès d'ailleurs. C'était vraiment une très très belle aventure. On a remis le couvert avec DC Comics, je crois, 2 ans après. En 2016, non? Ouais, ça doit être ça, 2016. Ah, t'es chouette, ça. Et puis, j'ai travaillé aussi avec mon ami. Mince, voilà, c'est mon ami et j'ai oublié son nom, le pauvre. Bon, bah, tant pis, ça me reviendra. C'est l'âge ou le kilométrage, comme dirait Indiana Jones. Donc après, j'ai fait d'autres choses. Et puis, plusieurs petites piges comme ça, à droite à gauche. Et puis, j'ai, à un moment donné, rencontré l'équipe Glénat. Là, on est début 2014 à Angoulême. Grâce à mon ami Jean-David Morvan, qui a été un partenaire pour moi de plein de choses, plein d'aventures ensemble, qui se poursuivent encore d'ailleurs aujourd'hui. Et Jean-David m'a fait rencontrer l'équipe Glénat, donc Jean Passuli, qui est le directeur général, et Jacques Glénat himself, à Angoulême, et on a discuté un petit peu de mon parcours, etc. Et puis, ils ont émis l'intérêt, l'idée de redynamiser, ou en tout cas de créer une nouvelle incarnation de comics chez Glénat, puisqu'il y a déjà eu des expériences par le passé. Il ne faut quand même pas oublier que dans les années 80, Ferchid Baroucha, qui est mon second mentor après Fred Manzano, il a été le pionnier en fait dans les années 80 de la publication de comics américains au format bande dessinée cartonnée. Donc hors réseau kiosque, puisque ça a été pendant des décennies le seul endroit où on pouvait acheter du comics. Et Ferchid a notamment publié le Batman de Frank Miller, et Mazzucchelli, enfin Daredevil, ce genre de choses, quoi, Elektra aussi.
Et donc voilà, Glénat avait envie de se remettre aux comics, de redévelopper un catalogue assez conséquent. Il y avait une petite relance quand même en 2012, Il y a pendant 2 ans en fait, avant que toi t'arrives. Ouais, il y a eu une relance effectivement avec, je sais pas, une dizaine de titres. C'est Thomas Rivière et Olivier Cassabi qui s'occupaient de ça, mais en externe. Ouais. Oui, c'était en externe. Et donc là, moi, j'ai fait une première passe pour Glénat en externe également au printemps 2014. Donc j'ai démarré, je crois, autour d'avril, quelque chose comme ça, pour leur proposer une étude du marché du comics version 2014, qui avait évidemment évolué par rapport aux périodes précédentes. Et à la suite de cette étude, ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe en tant que salarié. Donc, pendant quelques mois, j'étais en externe. Et puis, en novembre, j'ai rejoint officiellement les éditions Glénat en tant que salarié. Donc, j'ai laissé de côté un peu tout ce que je faisais, à part l'Expo d'ici qui est resté en suspens. À droite à gauche pour me focaliser là-dessus, aussi parce que la volonté c'était d'implémenter quelque chose de conséquent qui soit à l'image un peu de Glénat, qui est une marque très forte en bande dessinée et très 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 forte en manga, et donc voilà, d'être un petit peu le petit frère, le petit pousset de tout ça, d'être un challenger évidemment pour les grosses maisons d'édition de comics comme Delcourt, comme Panini et comme Urban Comics, et de développer un versant indépendant, donc de BD indépendante, puisque à l'époque, si tu t'en souviens, 2014, c'est un peu l'émergence de gros titres chez Image notamment. Ouais. Image Comics avait le vent en poupe à fond à l'époque, c'était assez étonnant. Je pense que le succès de Walking Dead en était en grande partie responsable, parce qu'il y avait avec ce modèle-là la reconnaissance du marché, du travail des auteurs avant les licences. C'est-à-dire que Kirkman et Charlie Adler et Tony Moore ont vraiment fait un travail qui a séduit et des ventes qui dépassaient la plupart des séries mainstream de l'époque, Spider-Man, X-Men, Batman, etc. Et donc Image, à cette époque-là, c'était un petit peu le nouvel Eldorado pour les grands auteurs de la scène mainstream, donc de DC ou Marvel, qui ont créé leur propre série. Mark Millar, Jupiter's Legacy et toutes ces séries, Kick-Ass évidemment, même si c'était chez Marvel au départ sous label Icon, mais c'est passé ensuite chez Image. Mais toutes les séries que Mark Millar a développées, Greg Rucka, Matt Fraction, Brian K. Vaughan évidemment, qui avait déjà un succès énorme quand moi j'ai débarqué dans le comics avec Saga chez Urban Comics. Et tous ces auteurs-là sont devenus un peu les incontournables de la scène américaine sur le versant création originale. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé, moi, en étudiant ce marché pendant plusieurs mois, justement de mettre en avant, puisque de toute façon, on n'avait pas de licence chez Glénat, donc de mettre en avant les auteurs et ce que j'appellerais la diversité qui était naissante, ou en tout cas ce qui se confirmait à l'époque, notamment de comics qui pouvaient être lus aussi par des femmes, parce que à l'époque il y avait moins de nanas qui lisaient du comics, parce que peut-être que il n'y avait pas d'attention particulière qui était adressée à elles, et il y a des autrices comme Kelly Sue DeConnick que j'ai voulu mettre en avant parce que je trouvais qu'elle avait un propos intéressant, justement pour apporter un peu d'égalité dans ce monde de bonhommes, parce que c'est vrai que le comics historiquement c'est un univers plutôt garçon, un peu nerdy, dont j'ai fait très largement partie, hein. Mais c'est vrai que de nouvelles au pluriel générations de lecteurs et lectrices sont arrivées, et certains venant peut-être du manga, de la littérature de genre, tu vois, Hunger Games, Harry Potter, etc., qui ont découvert que le comics américain, c'était pas juste des mecs avec le slip par-dessus le collant,
qu'il y avait d'autres sujets qui pouvaient être intéressants. C'était ça qui m'a donné l'idée de développer ce catalogue en proposant Lazarus, par exemple, Sex Criminals, qui était un comics assez novateur dans le genre. Et un des premiers titres que vous avez lancé d'ailleurs. Ouais, on est arrivé donc. C'était en avril 2015. Avril 2015, bonne mémoire, bravo. En avril 2015, on est arrivé avec 3 bouquins. Il y avait Drifter tome 1 de Nick Klein et Ivan Brandon. Il y avait le premier tome de Lazarus aussi, de Michael Lark de Greg Rucka au scénario et Michael Lark dessin. Et il y avait le premier tome de Sex Criminals, donc de Matt Fraction et Chip Zdarsky. Sex Criminals, pour moi, c'était ce que j'appellerais ma première tentative de passerelle, c'est-à-dire de passerelle entre la bande dessinée et le comics. Parce que je trouvais que c'était un titre qui pouvait intéresser des lecteurs de bande dessinée française, franco-belge, et aussi peut-être contenter le lectorat comics. C'est pour ça que j'ai sorti un format un petit peu plus grand pour créer le lien en librairie. C'est-à-dire que je me suis dit, les libraires pourront peut-être le mettre aussi en avant à côté d'une BD, format classique, et intéresser d'autres lecteurs, d'autres lectrices que les lecteurs qui vont plus naturellement vers un comics de super-héros, par exemple, ou quelque chose de plus action-aventure, comme l'était par exemple Lazarus, même s'il y a un propos, je trouve, assez intéressant sur Lazarus par rapport au traitement de personnages féminins, parce que Rucka est fort sur ça, pour donner un vrai narratif de qualité à ces personnages féminins. Donc voilà, donc l'idée c'était d'essayer d'apporter quelque chose si je dis frais, je vais me faire insulter parce qu'on va dire que les autres le sont aussi, mais en tout cas de quelque chose d'un peu différent. Et on a travaillé avec le studio graphique chez Glénat pour trouver une identité. Ouais, parce que c'était la question que je voulais dire aussi, parce que au départ, au lancement de Glénat Comics, ce qui caractérisait donc les albums sur la Fab, en tout cas notamment sur le livre objet, c'est la maquette qui est toute blanche, alors que clairement, par opposition naturelle, on vous a forcément fait la remarque, c'était en opposition complète avec les dos noirs que tu peux trouver chez Urban, ou même chez Delcourt, et même encore chez Panini aussi, alors peut-être qu'à l'époque, ils les faisaient pas encore tous complètement noirs, si déjà. Non, je crois pas. Je crois qu'ils l'ont fait après chez Panini. Ouais. Alors en fait, donc vous, c'était le dos blanc, la maquette blanche. Il y avait aussi l'espèce de vernis que vous avez appliqué sur les couvertures, qui a un touche un petit peu particulier. En fait, ce que je voulais, c'était aussi, ça partait du même principe que l'idée de démocratiser le comics pour qu'il soit accueilli au même titre que la bande dessinée. Tu vois, dans le sein des saints de la BD qui regarde parfois le comics comme un parent pauvre. Je me suis dit, si on fait une fab de qualité, une fabrication de qualité, avec donc le vernis dont tu parles, c'est un vernis qui s'appelle Soft Touch, en fait, quand tu le prends, c'est doux, délicat. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça et des gens qui adorent ça. Le problème, c'est que parfois, ça vieillit pas très bien, ça jaunit un peu. En particulier LOL sur les couves blanches, donc d'où le truc qu'on a découvert aussi à l'usage, tu vois, comme quoi on fait parfois des conneries. Mais l'idée de faire une couverture blanche, c'était pas par opposition à Urban Comics, même si on pourrait imaginer que ça en fait le négatif. Après, ce serait pas forcément idiot juste en termes de marketing de vouloir se démarquer juste d'un des gros éditeurs concurrents. Ouais. En l'occurrence, c'est une manière de se démarquer marketing, mais c'est surtout une manière de se démarquer en librairie. C'est-à-dire que mon constat, c'était que quand tu fais une couverture avec un dos blanc et un bord de couverture, si tu te souviens, il y avait un bord blanc aussi sur la couve, ça fait péter l'image en fait. C'est-à-dire que quand tu vas en librairie, tu les vois, les bouquins. J'avais fait des essais, parce que là, c'est le passé de libraire qui parle. J'avais fait des essais avec des fausses maquettes, je suis allé les mettre en librairie pour voir comment ça rendait. Je me suis dit, putain, mais c'est pas con finalement. On les voit bien. Donc les bouquins n'existaient pas, hein. J'avais fait des impressions à l'imprimante laser pour regarder. Je me suis dit, mais ouais, c'est cool comme ça. Et quelque part, comme l'idée c'était de créer un label, enfin pas de créer puisqu'il existait déjà, mais je dirais de remettre en avant le label Glénat Comics avec un nouveau logo, avec une nouvelle image, une nouvelle charte graphique.
c'était d'aller dans quelque chose d'impactant et le blanc, il y avait un côté aussi lumineux qui me plaisait bien parce que ça permettait aux couves qui étaient un petit peu plus sombres de ressortir et d'apporter un petit peu de fraîcheur dans ce qui était proposé à l'époque. Je ne sais pas si ta question suivante, ça va être de me dire est-ce que ça uniformise pas un peu le tout ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Donc oui, c'est le défaut effectivement d'avoir une maquette comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient un peu enfermant. C'est-à-dire que... la première année, ça passe, mais après, au bout de 5-6 ans... Ouais, après, le problème, c'est que quand tu sors Lazarus Tome 1 avec cette maquette-là, et si tu sors Lazarus Tome 3 avec une maquette différente, tu vas faire hurler les gens. Donc effectivement, on avait réfléchi à quelque chose qui nous semblait être pérenne à l'époque, mais en effet, au bout d'un moment, ça crée un effet de lissage, en fait, d'uniformisation, et je crois qu'il y a un effet un peu pernicieux à ça, et je l'avais pas prévu, ça. C'est que quelque part, ça donne une espèce de cote au truc, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent Glénat Comics, c'est ça. Ça, je sais pas, ça vaut tant, etc. Le prix, c'est ça. Le nombre de ventes, c'est ça. En fait, ça uniformise des séries qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, en fait. C'est ça un peu le danger. Et quand je regardais ce que fait mon copain Thierry chez Delcourt, c'est vrai que lui, il mettait le logo de la série sur le dos. Enfin, il faisait des bouquins très, très différents les uns des autres. Mais c'est vrai aussi que lui, il avait déjà un historique fort en tant qu'éditeur de comics, bien plus puissant que Glénat. Mais moi, je ne pouvais pas au début imaginer faire des bouquins qui puissent ressembler à d'autres, parce que je me suis dit, ça ne va pas marquer les esprits autour de la marque. Marquer autour de la marque, c'est pas mal ça. Ça va finalement, les gens vont acheter la série et pas forcément avoir la connaissance de l'éditeur. Et en fait, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas, probablement même. Mais en tout cas, effectivement, cette maquette, elle avait ce principe lumineux dans les premiers temps, et puis au bout d'un moment, ça devenait un peu enfermant. Voilà, pour résumer. Et sur certains bouquins, comme tu as pu le remarquer, j'ai décidé effectivement de changer ça et d'avoir un dos qui se reflète la série, de temps en temps de reprendre le logo de la C1 pour le mettre sur le dos également, notamment sur les omnibus. Parce que tu as un dos plus large qui te permet de le faire. Ouais, c'est ça, tu as un dos plus large qui te permet de le faire. Sinon, je trouvais ça pas forcément très élégant parce que j'aimais bien justement l'espèce de simplicité qu'on avait trouvée en maquette pour avoir quelque chose d'uniforme. Mais bon, écoute, hein, c'est comme ça, voilà l'effet que ça a eu de toute façon. Et alors vraiment, c'était ton constat quand tu avais fait ce rapport à Glénat en 2014 avant de vous lancer, c'était donc, voilà, c'est en ce moment ce qui marche, c'est les nouveaux auteurs et les nouvelles autrices chez Image Comics, donc c'était vraiment ton axe de développement. C'est comme ça que tu réfléchissais vraiment en disant, il faut qu'on aille trouver les gros noms du Image Comics actuellement enfin voilà, donc tu regardais les succès aux États-Unis en disant ça va être possible de pouvoir en faire des succès également en France. Ouais, en fait, oui, c'est ça. C'est de voir cette démultiplication de titres chez Image en particulier, de grands auteurs. On avait vraiment l'impression que ils abandonnaient tous le navire Marvel ou le navire DC pour se focaliser sur leur propre série. Je pense évidemment à Matt Fraction, Greg Rucka. Enfin, je parle des auteurs dont j'ai publié les bouquins. Kelly Sue DeConnick, Ivan Brandon à l'époque aussi, et ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de regarder ce qu'avait fait Kelly Sue sur Ghost par exemple, titre Dark Horse que j'avais moi pas lu depuis des années. Je me suis dit tiens, c'est cool, elle a fait d'autres trucs avant, je regardais un peu. Pretty Deadly également, enfin Pretty Deadly a été le premier bouquin qu'on a sorti de Kelly Sue. Et en fait c'était d'une part ces auteurs qui ont un propos fort, du talent évidemment, mais un propos fort et des choses un petit peu nouvelles, mais surtout des choses nouvelles en termes de sujet.
en termes de justement de diversité, de mise en avant, d'un certain nombre de valeurs qui moi me semblaient importantes, comme l'égalité, comme aussi donner une plateforme à la scène LGBTQ, et de le dire ouvertement, pas forcément de le faire un peu de manière marketing, mais de le faire avec sincérité. Et donc l'idée c'était ça, c'était de m'adresser justement à un public en le nommant, en disant voilà, nous on a envie de s'intéresser dans sa vaste majorité. Je me souviens quand on a sorti par exemple Beach Planet à l'époque, j'avais proposé à plein de femmes lectrices différentes d'avoir un propos, de leur donner la parole justement par rapport à la campagne, je dirais, de promotion qu'on a fait autour de ce bouquin. Et je me souviens avoir entendu et lu des voix un peu dissonantes par rapport à ça, en disant ouais, mais vous faites trop la promo, là, c'est trop marketing envers les meufs et tout. Bah non, c'est pas marketing envers les meufs, c'est justement donner la parole aux nanas. Alors est-ce que ça gêne ou pas, je ne sais pas. En tout cas, manifestement, ça t'auras toujours des différences de perception dans l'intention aussi, parce que vu que derrière c'est voilà, un directeur de collection qui est un mec qui fait du marketing envers les nanas, ce sera aussi forcément un petit peu vu comme opportuniste d'une partie des gens. Mais ça l'est. Ne nous voilons pas la face. C'est opportuniste dans la mesure où on travaille dans une industrie. Donc, quand tu travailles dans une industrie, tu fais de la veille concurrentielle, tu fais de la veille sur des opportunités de business. Et donc, forcément, on te taxe d'opportunisme. Mais tout est marketing aussi, de toute façon. Et puis c'est la vie d'une industrie, même si on pense avant tout, je dirais, avec le cœur et avec l'âme, qu'on travaille dans le 9e art. C'est aussi un business dans un monde capitaliste pour gagner de l'argent. C'est pas uniquement pour se faire plaisir. On n'édite pas des bouquins que pour se faire plaisir. On essaye d'éditer au maximum des bouquins pour se faire plaisir et puis potentiellement qu'ils puissent marcher et faire vivre des auteurs, et faire vivre des maisons d'édition. Ça, faut pas le perdre de vue parce que c'est important. Et j'avais aussi une question, est-ce qu'il y avait par exemple aussi des sortes de contrats que tu avais avec certains auteurs, dont on retrouve souvent en fait le nom quand on regarde justement qui t'a édité. Je pense notamment à Frank J. Barbier ou à Victor Santos par exemple, qui ont eu pas mal de bouquins que tu as fait. Tu as même Jimmy Palmiotti aussi, vous aviez édité plusieurs volumes de leurs œuvres. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était des contrats alors de type, je sais pas si on appelle ça des contrats cadres ou pas, mais un contrat vraiment où tu parles sur un bouquin, mais tu leur dis on va aussi éditer d'autres trucs. Alors non, c'est pas des contrats, c'est pas des contrats cadres comme tu pourrais le passer avec, je sais pas moi, avec Marvel par exemple pour publier en France. C'est plus les relations que tu noues avec les gens en fait, avec les auteurs, les autrices, et leur envie ou pas de te faire confiance, de te suivre dans ce que tu proposes. Je crois qu'on a eu la chance d'avoir quand même des bouquins qui ont eu du succès, comme Lazarus par exemple, et Greg était ravi de pouvoir nous confier ses autres bouquins. Tu parlais de Jimmy. Jimmy, c'était un petit peu l'idée aussi. C'était, voilà, il a plusieurs titres. Je me suis dit, je lui ai proposé, est-ce que tu veux les faire? Il me dit, ouais, comme ça au moins j'ai un output en France. Barbière ou Victor, c'est un peu le même délire. C'était pas je dirais une manière de verrouiller les auteurs, bien au contraire. C'était juste une manière de leur donner envie en fait. De toute façon, les contrats d'exclusivité, ça n'existe pas, et tant mieux en France. C'est basé sur l'envie de bosser avec des gens, quoi. C'est ça qui est important on pourra en parler après, mais quand tu travailles avec des auteurs en création, c'est un partenariat, enfin un tweeté personnel que tu passes avec les autrices et les auteurs. C'est quelque chose c'est un échange, et voilà, c'est un deal qui doit être bénéfique aux deux parties. Et donc c'est aussi ça que les auteurs ont eu à cœur de faire à un moment donné, c'est de se dire ok, j'ai envie de lui faire confiance à ce mec et de lui proposer de développer mes bouquins au sein de son catalogue, quoi.
Est-ce que tu peux revenir aussi avec nous un peu sur le système en fait des enchères, de la façon dont ça fonctionne en fait pour justement quand tu dois faire ces achats de droits, parce qu'on sait que quand vous êtes arrivé, il y a eu des enchères qui ont été faites puisque vous n'étiez pas les seuls éditeurs à voir que chez Image Comics ça commençait à porter, et donc il a fallu un peu, j'imagine, se disputer les droits pour certains titres. Disons qu'on est arrivé au bon et au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bon moment parce que, comme je le disais, il y a eu cette grosse émergence de plein de titres hyper intéressants, très novateurs et avec des auteurs qui étaient déjà des stars. Et en même temps, comme on est dans un business et que les Américains, c'est pas les derniers pour faire du business, quand ils ont vu que moi je débarquais avec une grande maison d'édition, Glénat, ils ont dit on va faire grimper les prix, et donc on a été obligé effectivement de participer à des enchères pour pouvoir obtenir des bouquins. Parfois, ça coûte trop cher parce que finalement, c'est pas rentable. C'était un peu ça le problème de certains de ces achats. Donc, on a rectifié ça après en essayant de trouver d'autres manières d'éditer des bouquins. Mais malheureusement, c'est un petit peu lié à notre métier. On l'oublie parfois, mais aujourd'hui encore, si tu veux, c'est ce qui est plus mon cas, mais aujourd'hui encore, si tu veux acheter une grosse série d'un gros auteur, tu passes par la case enchère, quoi. Et c'est pas juste en 2014-2015, c'est encore valable aujourd'hui, c'est valable depuis des années, et c'est un phénomène qui s'est accru avec la littérature aussi, ou le manga, c'est pareil. Je veux dire, là où il y avait des espèces d'accords un peu top là, on est partenaire, maintenant c'est une autre configuration, et il y a des enchères souvent, malheureusement, pour en tout cas les gens qui doivent payer pour avoir les licences, mais c'est comme ça. Donc effectivement, on a dû, pour obtenir des bouquins de Greg Rucka ou de Matt Fraction, mettre la main au portefeuille, et ça a coûté cher. Glénat a investi de l'argent, beaucoup. Et donc, voilà, l'idée, c'était de créer quelque chose de nouveau, et ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Est-ce que tu peux revenir aussi avec nous sur le fonctionnement du coup en fait de l'investissement par rapport au retour sur les bouquins, pour juste c'est quelque chose dont on n'a pas forcément perception, enfin dont le lecteur n'a pas forcément perception. Le système, il est assez simple en fait. Quand tu achètes, quand tu veux acheter par exemple une licence, parce qu'on considère dans ce cas-là comme licence je sais pas, Lazarus par exemple, ou Beach Planet, ça devient une licence puisque c'est géré par des ayants droit, donc qui ont soit un responsable des droits étrangers de leur maison d'édition, que ce soit Image ou que ce soit je sais pas, Boom Studio par exemple, ou Dark Horse. Et ces responsables de la gestion de leurs droits, ils attendent une offre de la part d'un éditeur, et l'offre, elle est composée de deux éléments. Il faut payer un avaloir, donc ce qu'on appelle un minimum garantie. On garantit cet argent qui va être payé à signature du contrat, et après les droits générés par les ventes viennent recouvrir, si on a de la chance, cet avaloir. Et voilà, il y a un pourcentage sur le prix de vente public hors taxe en France, c'est la loi, qui vient en compensation de l'avaloir versé en amont. Donc quand tu payes, en gros, quand tu payes un avaloir de 10 000 euros, par exemple, ce qui est énorme, faut que tu vendes quasiment 10 000 bouquins pour pouvoir recouper ton avaloir. Donc c'est des montants qui peuvent être élevés. Vaut mieux payer 500, c'est vachement plus rentable. Ouais, mais bon, clairement. Surtout que dans le comics indé, on sait aujourd'hui que c'est très rare d'avoir des bouquins qui réussissent à passer les 10 000 exemplaires. Et j'ai envie de dire, même dans le mainstream, en fait, même chez DC et Marvel, t'as pas tout qui passe les 10 000 exemplaires. Ah non, même... Clairement. Non, c'est même effectivement une vraie rareté. C'est ça. Et c'est justement quelque chose moi qui m'avait un petit peu frappé parce qu'en 2019, je crois, tu avais fait une vidéo avec Christopher Malouane pour le FCBD où du coup, c'était quand même une vidéo assez d'un quart d'heure où justement on te posait pas mal de questions sur pas mal de séries en fait que Glénat Comics avait lancé, de mémoire à Harrow County peut-être, des choses comme ça, et où tu disais à chaque fois, tu répétais
série n'a pas trouvé son lectorat, donc on ne sait pas si on va continuer, ou alors non, ça ne va pas continuer. Et moi, ça m'avait vraiment marqué parce que c'était pas un discours que tu as l'habitude d'entendre publiquement de la part d'un éditeur. Et je trouve ça super franc, en fait, que tu essaies quand même d'expliquer aux gens qu'en fait, il y a des titres en fait que tu ne peux pas poursuivre. Effectivement, pourquoi? Mais parce que tu as un manque de lectorat. C'est pas forcément une réalité que tout le monde réussit à percevoir. Bah, c'est vrai que du point de vue du lecteur et des lectrices, c'est frustrant de se dire tiens, où est le tome 4 de Harrow County? J'ai aimé le tome 1, le tome 2, le tome 3 et je voudrais acheter le tome 4. Quand une série ne trouve pas son public, c'est qu'elle n'est pas rentable. Et quand on arrête une série, c'est qu'elle n'est vraiment pas rentable. Donc, à partir du moment où on perd de l'argent sur un bouquin, et il me semble que ça a été un peu le cas d'un communiqué que j'ai vu, il me semble, sur le Facebook de Delcourt à l'époque, sur l'histoire de la licence Star Wars. Ouais, quand ils ont arrêté, ouais. Ils ont eu, et je trouve ça tout à fait à leur honneur, et je plus sois ce genre d'initiative, de dire, bah non, ça coûte trop cher et on perd de l'argent. Donc, à un moment donné, quand tu perds de l'argent, bah, j'y reviens, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais on est dans une industrie. Et donc, on n'est pas là pour publier des bouquins juste pour kiffer, se faire plaisir, mais on est là aussi pour que ça rapporte de l'argent. Sinon, à un moment donné, qui va payer mon salaire? C'est les lecteurs ou c'est les éditions Glénat? Donc, il faut que un business soit rentable, sinon, bah, ça s'arrête. Le nombre d'éditeurs qui se lancent depuis 30 ans dans l'édition de comics en France n'a cessé de se développer. Malheureusement, tous ne survivent pas parce que c'est un marché qui est complexe, c'est un marché qui reste de niche. Il faut se le dire aussi. On n'est pas sur du grand public, à part quand on fait du Batman, du X-Men, du Avengers avec un appui cinéma ou évidemment du Walking Dead. Mais on est sur un marché de niche. Et donc, dans un marché de niche, bah, c'est de la microéconomie en fait. Et quand tu vends, et ça m'est arrivé, 400 exemplaires d'un bouquin, eh ben, tu perds beaucoup d'argent en fait. Et même si tu as payé 2 ou 3 000 balles, quoi. Donc voilà, la réalité, elle est là. Et donc j'ai essayé avec Chris, effectivement, salut d'ailleurs Chris au passage, de pas faire de langue de bois parce que c'est la réalité de la situation à un moment donné d'être confronté à l'économie de ce que tu fais. Et donc j'aurais adoré aller au bout de Harrow County, mais c'était pas possible. Power Rangers, c'est pareil. Alors que là, pourtant, tu avais aussi, effectivement, parce que tu avais commencé avec des indés, mais tu avais aussi aller sur des licences plus connues, très connues même du grand public, comme Power Rangers ou X-Files. Bah oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut, en fait, s'il y a des possibilités d'avoir des licences, ça permettra, si tu veux, c'est un peu les vases communicants de si tu as une licence qui est porteuse et qui génère, tu vois, des bonnes ventes, ça va te permettre de sortir des choses un peu plus ovni, tu vois, un peu plus inattendues, et donc d'avoir voilà, une économie un peu tu vois, en vase communicant, et te dire, bon, bah, je vais perdre un peu de thunes sur le comics indé, mais qui me fait vraiment kiffer et qui va s'adresser à des gens que ça va toucher en réalité, avec une licence qui, elle, va voilà, fonctionner auprès d'un public plus grand parce que c'est plus connu, comme X-Files, où on a quand même travaillé avec Alain Carazé et Romain Nigita pour donner du contenu additionnel, pour créer un vrai truc. Je voulais pas juste, ouais, c'est une licence, allez, chopez-la, etc. C'était d'avoir un vrai travail édito là-dessus, pas juste opportuniste business, mais également d'apporter quelque chose en plus. Et le problème, c'est que quand ça marche pas, bah, c'est encore pire en fait. Et donc sur Power Rangers, ce que je trouvais fun, frais, moi j'aimais bien tout ce que faisait Kyle Higgins sur la série. Je trouvais ça cool. Je suis pas du tout dans la cible, je ne l'ai jamais été de Power Rangers puisque je suis trop âgé. Mais mon fils l'est, typiquement. Donc, il y a effectivement des fans de la série Power Rangers, mais ça reste des bouquins qui vendent peu, en fait, en réalité. Et donc, à un moment donné, tu peux pas faire perdurer une licence comme ça
si tu n'as pas justement quelque chose de fort globalement dans ton label qui permet d'entretenir le reste, en fait. C'est un peu ça le truc. Globalement, ce que je veux dire, c'est comment tu l'expliques un petit peu, en fait, à la fois pour les indés ou pour ce genre de licence, comment tu peux expliquer, en fait, que la série n'ait pas forcément trouvé son public? Ah, c'est dur à dire. Enfin, c'est vraiment quel est, toi, ton ressenti, ton constat, voilà, Moi, après, mon après cet essai, hein. ressenti, c'est que Power Rangers, ça s'adresse à on va dire une certaine génération, on va dire les 20-30, disons, avec un aspect un peu nostalgique. Je dirais même plus 30-40 en fait. Peut-être 30-40, mais mon fils il a 23 ans, tu vois, il est fan de Power Rangers. Mais donc c'est pour ça que je disais la vingtaine, parce que je voulais frustrer personne, froisser personne. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu fan nostalgique, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça, des fans nostalgiques qui ont envie de lire du comics Power Rangers, parce qu'ils sont fans nostalgiques de la série télé, en fait. Tu vois, donc c'est peut-être ça le défaut de ce type de licence, c'est que on a l'impression que c'est hyper global, hyper général et transgénérationnel, et que donc tu vas toucher un public hyper large, et en fait tu retombes finalement sur, on va dire, le noyau dur, hardcore des lecteurs qu'on aime, qui sont les purs lecteurs de comics, qui vibrent au rythme du comics intensément. Et tu peux pas sortir vers le grand public, en fait, avec des licences comme ça. Parfois, tu peux, mais là c'était pas le cas. Tu vois, par exemple, Sullivan chez iComics a réussi son coup avec Rick et Morty, parce que c'est un univers, une propriété qui plaît à un nombre beaucoup plus grand, beaucoup plus actuel aussi, plus moderne sans doute. Mais c'est un joli coup, bravo Sullivan. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, en fait. On s'imagine que parce que le titre cartonne aux États-Unis, que ça va être un carton en France. Or, c'est faux. C'est faux parce que il n'y a pas de taux de conversion stable, fiable entre un best-seller américain et les ventes françaises, en fait. C'est quelque chose que je vois notamment après aussi chez, par exemple, sur des secteurs un peu plus jeunesse, on va dire, avec des autrices comme Renate Allgeier ou Molly Ostertag qui vendent vraiment des bouquins par palette aux États-Unis et dont le succès se retrouve pour l'instant, en tout cas, pas forcément en France là-dessus. Donc, il y a vraiment pas. Donc, à chaque fois, tu essaies de jauger, mais tu n'es jamais sûr, en fait, de réussir ton coup, hein. Ben, on n'est jamais sûr de réussir le coup. C'est même ça la définition de métier d'éditeur, en fait. Même si on fait de l'édition d'achat de droits, finalement, on est locataire quelque part de droits d'autres maisons. Mais c'est pareil en création, c'est-à-dire que tu sais jamais, c'est un pari en fait. Quand tu es éditeur, tu fais un pari sur, là on va dire des licences, des IP, des propriétés, appelle ça comme tu veux, ou bien sur des autrices et des auteurs. C'est-à-dire, voilà, moi je crois en ton univers, je crois en ton projet, j'aime pour telle et telle raison ton truc, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le défendre, et puis tu sais pas en fait. Après, le marketing fait pas tout. Tu vois, c'est pas parce que tu fais du gros marketing sur un bouquin que ça va marcher. Ça c'est pas une réalité. C'est aussi une conjonction de moments, de sujets, de la vie politique, de la scène, tu vois, je dirais de la vie qui nous entoure, joue aussi un rôle là-dedans. Tu vois, la pandémie a joué aussi sur certains aspects de la commercialisation de BD et de comics en France. Parce que c'est aussi sur le moral des gens que ça se joue, et c'est bien normal. Donc quand t'as pas le moral, t'as pas envie d'acheter un truc qui va te miner encore plus le moral, tu vois. Mais du point de vue de l'éditeur, tu vois aussi une influence, enfin, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, être vraiment prépondérant sur le relais que tu peux avoir par des médias plus ou moins spécialisés, ou alors par la sphère blog ou même influenceurs aussi, qui s'est un peu développé, vidéaste qui s'est un petit développé. Je pense qu'il y a aujourd'hui, mon cher Arnaud, toute une génération de jeunes gens talentueux comme toi qui ont aussi un regard plus global, peut-être plus au fait de la convergence entre
l'aspect kiff, artistique, fond de l'histoire et la manière de communiquer l'information, la manière de s'emparer d'un truc et de lui donner une audience. Donc effectivement, pour moi, trouver les bons interlocuteurs dans les relais médias, c'est hyper important parce que c'est comme ça que on va peut-être sortir de la niche, encore une fois, très, très, très fermée parfois du comics, surtout en indépendant, quand on fait de l'indé, c'est ce qui est mon cas, voilà, d'avoir quelqu'un qui a une voix dans le milieu, dans la galaxie comics pour qui disent pourquoi il a aimé le bouquin, que ce soit toi ou d'autres, hein, de trouver des relais de communication qui sont qualifiés en fait. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi l'idée c'était aussi d'essayer de voir qui pouvait, tu vois, quelque part porter un petit peu la bonne parole, prêcher la bonne parole en partenariat avec nous. Par exemple, quand je me suis intéressé à The Wicked and the Divine de Kieron Gillen et Jamie McKelvey, je suis tombé sur un article de Slate fait par Vincent Brunner, qui est un super journaliste et également écrivain et un mec vraiment un fondu de musique, enfin de plein de choses. Il est absolument génial, Vincent. Je suis tombé sur son papier, j'ai dit putain, voilà un mec qui a tout pigé de la série et qui s'interrogeait d'ailleurs dans son article sur pourquoi, tu vois, là on est vraiment sur du web, hein. Pourquoi cette série n'a pas encore trouvé de preneur en France. Et donc j'ai contacté Vincent en disant voilà, salut, on se connaît pas, mais voilà, je suis en train d'acquérir les droits de cette série dont tu as parlé dans cet article. Est-ce que ça te dirait de participer à une édition spéciale du bouquin que je voudrais sortir, où tu fais un papier dedans, tout ça. Il était ravi, et donc on a fait un deal ensemble et je trouvais ça finalement un juste retour des choses, c'est-à-dire que Vincent, dans un pur intérêt de lecteur, il avait fait la promotion d'un bouquin qui allait devenir le mien, et moi je me suis dit bah tiens, je vais bosser avec ce mec parce que il avait envie de défendre cette série et qu'elle puisse être communiquée à un public plus large, et je trouvais ça assez cool de travailler avec lui. Donc de la même manière que j'ai proposé, parce que c'est un autre registre, j'en parlais tout à l'heure, à mon ami Alain Carazé, qui est un grand spécialiste de séries télé depuis des décennies, de travailler sur du contenu pour X-Files, parce que c'est des personnes qui sont hyper qualifiées pour le faire. Et je ne le suis pas forcément, du coup, je trouve que c'est bien, parce que tu apprends aussi avec des gens comme ça, qui te font découvrir aussi leur perception du truc, qui n'est pas forcément la tienne, en fait. Tu vois, qui peut être peut-être plus viscéral, de mon côté, peut-être plus viscéral, plus spontané par rapport à une expérience de lecture, et avec eux d'aller dans quelque chose peut-être d'un peu plus profond, un peu plus peut-être intello, sans que ce soit péjoratif, et de décortiquer, tu vois, la série de manière un peu différente, quoi, d'apporter quelque chose de différent, de nouveau, voilà. Alors c'est vrai qu'on parlait pas mal de séries annulées ou ou ce genre de choses, mais il y a aussi des succès chez Glénat Comics, et des vrais succès. Oui, on a eu aussi des succès. Quand même, on n'a pas eu que des séries annulées. C'est pas parler juste de trucs négatifs, mais et notamment, enfin moi je trouve que ça se voit aussi par rapport au fait qu'il y a quand même sur quelques titres en fait où vous avez aussi joué le gros jeu avec des éditions collector, vraiment très grand format, style axe de ouf. Donc on parle des The Wicked and the Divine. T'en as eu pour Klaus, le Klaus de Grant Morrison qui était un joli succès aussi, ouais. Black Magic aussi, de mémoire, il y a eu du Black Magic. Je l'ai fait en fait. Bon, c'est une anecdote un peu rigolote, mais en fait, janvier 2000. Tiens, j'ai un trou de mémoire maintenant. Sur l'année où il y avait Lazarus qui était dans la sélection officielle d'Angoulême. Parce que je tiens quand même à dire, mon cher Arnaud, que depuis 2015, donc première année de publication, donc 2016 pour le Festival d'Angoulême, j'ai eu toujours des bouquins en sélection au Festival d'Angoulême du catalogue comics. Donc c'est très bien de le rappeler. Je suis hyper fier de ça. Ouais. Il y avait Coda d'ailleurs cette année. Ouais, il y avait Coda cette année. Mortel. Et d'ailleurs, Coda qui est qui a eu un prix aussi, je crois, Coda, non ? Non, il est en lice pour le prix de la CBD, à moins que ça ait été. Oui, aussi, oui. À moins que ça ait été. Voilà, donc je croise les doigts. Donc Angoulême, disons 2019, parce que j'ai un vrai nom, ça va être 2018. Tu vois, vieillissant, j'ai des trous de mémoire comme ça. Et donc l'idée, c'était de faire venir Greg
Greg Rucka Angoulême, c'était une idée de partenariat qu'on avait de longue date. Et malheureusement, j'ai prévu ça en me disant je fais venir Greg et puis on va faire un truc, mettre les petits plats dans les grands, on va sortir une édition collector de Blackmagic parce que c'était pour la sortie de Blackmagic. Je me dis allez, je vais prendre les contenus de bonus qui sont dans l'édition Hyper Collector Image de Lazarus et je vais faire une version luxe de Lazarus Thomas également rehaussée avec tous ses contenus, tout ça. Comme ça, on va faire une belle fête avec Greg. Et malheureusement, Greg Rucka était pris par le tournage de The Old Guard à l'époque. Il n'a pas pu du tout se libérer. Donc, on a sorti des bouquins, notamment le Lazarus, qui était un petit peu un gimmick, tu vois, pour faire plaisir aux fans, parce que de temps en temps, on nous demandait ce contenu bonus un peu. Et voilà, donc on a sorti Lazarus et Blackmagic de manière simultanée, comme ça, en collector. Le collector, c'était, je dirais, c'est aussi l'expérience libraire qui parle. Et parce que je sais qu'il y a des fans qui aiment ça, donc on essaie de faire des tirages un peu courts, tu vois, 1000x, 2000x par exemple, c'est limité souvent à moins de 2000x. Ce qui est déjà beaucoup en plus. Même moins de 1000x, ouais, ce qui est beaucoup, ouais, parce qu'il y a des bouquins qui vendent pas ça du tout même. Ouais, tu parlais de 400 avant, donc. Quand tu vends 400 d'un bouquin, quand tu as fait 1000x, bon, ça va. Quand on a fait 10 000, c'est plus un problème. Bon, ça m'est pas arrivé comme ça, mais disons que c'est plus problématique. Et donc, le côté objet collector, je sais qu'il y a pas mal de fans qui aiment ça, qui aiment bien avoir des éditions un peu spéciales, un peu luxe, des variant covers, des trucs comme ça. Et je l'ai quelque part un peu expérimenté avec Lady Mechanica. Ah, j'allais venir juste après. Ouais, avec Lady Mechanica parce que je savais que ce bouquin marcherait en France parce que Joe Benitez a vraiment une audience forte. C'est quelqu'un qui est venu souvent en France, que moi j'ai rencontré à l'époque d'Album, je dirais en 97 ou 98, tu vois, ça remonte. C'est hyper vieux. D'ailleurs, il m'a fait un dessin que je me montrerai un jour à l'époque. Je pense qu'il en aura honte aujourd'hui, mais c'était marrant. Et donc j'ai repris contact avec Joe qui a quelqu'un qui s'occupait de ses affaires pour avoir Mechanica. Et c'était toi qui qui l'avait déniché alors. En fait, il y a ça fait partie des bouquins que mon prédécesseur Thomas Rivière voulait faire chez Glénat, mais ça n'avait pas abouti. Et donc, quand on a discuté avec Thomas, je lui ai dit, mais moi, je veux aussi le faire, t'as raison, c'est une bonne idée. Et connaissant bien Joe et connaissant bien justement la personne qui est en charge de ses affaires, j'ai finalisé ce deal avec eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on remercie dans les éditions Thomas Rivière et Olivier Cassabi. Mais en effet, je sais qu'un doute plane parfois sur qui s'est occupé de ça. Mais voilà, c'est bien moi qui me suis occupé du deal de Lady Mechanica pour le finaliser et qui en est, je dirais, assuré le suivi de la production, etc. etc. Et donc, quand on discutait avec Joe, en fait, je lui dis, moi, ton idée de variante me plaît, mais on va pas le faire tout de suite parce que c'est prématuré. Je trouvais ça un peu prétentieux, tu sais, de débarquer petit Glénat Comics, quand même, gros outsider, et taper des variantes, des trucs. Je trouvais ça un peu mettre quelque part, comme disent les anciens, la charrue avant les bœufs. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est de faire un prix un peu sympa pour le premier tome. En disant voilà, il y a l'air d'avoir un engouement sur les sites de fans, sur les forums et tout ça, sur Mechanica. D'ailleurs, je lisais souvent ça sort quand Mechanica, qui va le publier, etc. etc. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai mis un peu moins cher parce que je voulais tenter un coup. Je l'ai mis, je crois, 12 € ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était un raz-de-marée assez hallucinant. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros succès de Glénat Comics? C'est le plus gros succès, ouais. C'est le plus gros succès de Glénat Comics. Ouais, ça a vendu beaucoup, ouais. Et ça vend d'ailleurs toujours beaucoup. Je suis très content pour Joe Benitez et son équipe. Marcy Etchen et Marty, tous les... T'as une idée en ordre de grandeur du premier tome jusqu'où il a grimpé là? Écoute, ça fait des mois, donc j'ai pas regardé ça parce que j'ai eu une petite période d'absence là suite à un petit imprévu en scooter cette année. Mais je sais pas, j'imagine qu'on doit avoisiner les 25-30 000 exemplaires. Ah oui, ouais, c'est un truc comme ça, du Thomas, hein, je parle. Ouais, c'est un énorme succès.
Et on doit pas être loin de 30, je pense. Et donc l'idée de faire une variante, je l'ai réservée au tome 2, en fait. Tu vois, quand j'ai vu ça, je dis waouh, ouais, et d'événementialiser le truc en faisant venir Joe à Paris Comic Con pour justement, tu vois, donner un côté événementiel. C'est un truc qui me tenait pas mal à cœur aussi. C'était de faire des choses un peu, des actions un peu comme ça. Enfin, tu fais avec les moyens que tu as et puis tu fais avec l'énergie que tu peux déployer aussi en même temps. Et donc, voilà, l'idée, c'était voilà, de faire un événement star, tu vois, autour de Mechanica. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée un peu fofolle l'année suivante, je crois, de sortir une version intégrale du premier arc de Lady Mechanica en collector. Je me suis dit, bon, allez, on se mouille. J'ai un trou de mémoire, mais on a peut-être fait 1000 la première année, tu vois, ou 2000. Peut-être pas loin de 2000, puisque j'ai dû faire. J'avais pris une date du comics à l'intérieur, à l'époque où se passe le récit, et j'avais fait le tirage. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué ça, mais en fait, le tirage qu'on a fait de ces éditions collector de Lady Mechanica était calé sur les dates à laquelle se passe le récit qu'il y a dans le bouquin. Tu vois, 1883, je sais plus, un truc comme ça. Et donc et ça a cartonné, ça aussi, et donc ça déjà, ça fait plaisir parce que c'est des bouquins qui sont, je trouve, chers quand même. Ils sont chers à produire, mais tu vois, au prix de vente, c'est quand même pas loin de 30 balles, quoi. Et ça a très très bien marché, et donc ça nous a permis aussi d'avoir un peu d'oxygène pour développer d'autres choses. Ça a fait un petit peu la locomotive dont tu parlais avant. Ouais, c'est ça, c'est ma locomotive. Moi, ça a toujours été Mechanica, en fait. Et donc c'était hyper cool. Et donc on a continué à proposer des éditions complémentaires, des choses comme ça, pour justement tu vois, continuer de dynamiser le catalogue avec cette série qui est devenue la série phare de Glénat Comics, quoi. J'avais aussi une question par rapport à certaines initiatives que tu as faites. Tu mentionnais notamment là une partie création, parce qu'il y a aussi de la création au sein du label Glénat Comics. Ouais, tout à fait. En fait, ça, c'est. Tu vois, on va faire un espèce de flashback 2015 en discutant avec mes boss. On a tout de suite, si tu veux, abordé l'idée de faire de la créa. Parce que Glénat est quand même un éditeur de création originale, donc patrimoniale. Et donc, l'idée de faire de la créa, elle avait pour moi, elle avait deux axes. Le premier, c'était de développer des choses en partenariat avec un éditeur américain. En l'occurrence, un pote à moi qui s'appelle Chris Ryall, qui était à l'époque éditeur-in-chief chez IDW. Et donc, avec Chris, je vais montrer un peu des idées de projet. Il m'a dit, ouais, c'est génial, on prend tout, on fait tout ensemble, etc. Et donc, je voulais réunir, tu vois, des auteurs de la sphère comics avec des auteurs de la sphère BD. Donc, par exemple, avec mon copain Sylvain Runberg, on avait, quelques années auparavant, eu une envie autour d'un de ces projets qui s'appelle Sukeban Turbo, qui avait une première version. D'ailleurs, j'ai retrouvé, le truc a popé sur Facebook l'autre jour. C'est un truc qu'on avait imaginé de faire à l'époque où j'étais chez Ankama. Ça s'était pas fait pour des raisons diverses, et avec une dessinatrice d'ailleurs. Et finalement, c'est moi qui lui ai proposé de bosser avec Victor sur cette donc création originale qu'on a fait vraiment en lien avec Chris Ryall, pour voilà, sortir un peu du côté traditionnel des partenariats purement business, mais d'avoir un vrai partenariat édito-artistique sur ça. Ça me tenait assez à cœur parce que c'est un pont aérien que j'avais envie de faire, que j'avais déjà fait avec Marvel à l'époque chez Soleil, mais je n'ai eu aucun input. Les séries existaient déjà, j'ai aucune valeur à ajouter par rapport à ça. Et puis j'ai pas du tout pris parti à la création des séries Soleil à l'époque.
Et donc là, l'idée, c'était de refaire un peu le même schéma, mais avec de la créa originale faite ex nihilo pour. Et donc, ça avait cette idée de créer un vrai partenariat avec un éditeur quand même. À l'époque, je crois qu'ils étaient 4e éditeur de marché américain, IDW. Et d'autre part, ce côté international, tu vois, avec des auteurs qui viennent d'horizons différents, de milieux différents, européens, beaucoup d'Européens d'ailleurs travaillent aux US. Et donc on a sorti quelques bouquins comme Low Life avec Alexis Sainte-Nac par exemple et Brian Buccellato qui est sorti chez IDW. Il y a eu Sukeman Turbo qui est sorti chez IDW. Il y a eu également Le Haut Palais que moi j'avais sorti en bande dessinée ici en France parce que c'était pour moi un récit purement même si c'était une sorte d'uchronie, il y avait un côté très BD tradi dans le trait de Peter Gross. C'est Mike Carey qui est le scénariste, donc c'est vraiment une créa faite avec ces auteurs-là et ça a plutôt bien marché d'ailleurs aux États-Unis. Croque-Mitaine, c'était le cas aussi? Croque-Mitaine, c'était le cas aussi, sauf que Croque-Mitaine n'est pas sorti chez IDW finalement, parce qu'il y a eu pas mal de... Enfin, si tu as suivi l'actu ces 5-6 dernières années, chez IDW, il y a eu pas mal de remue-ménage. Donc Chris Ryall est parti une première fois, ce qui moi m'a mis dans une situation un peu compliquée où j'avais plus de mon interlocuteur pote. Après, il est revenu, mais c'était plus tout à fait la même stratégie. Puis là, il est reparti. Enfin bon, donc ce qui fait que ça a rendu le partenariat un peu caduc. Ouais. Donc on a récupéré les droits des bouquins, parce qu'il y avait aussi Il faut flinguer Ramirez qui faisait partie du... ça faisait partie du deal avec IDW. Ça faisait partie du deal au départ, ouais, absolument. Et d'ailleurs, Nicolas Petrimo avait fait, si tu regardes la première édition ou les premières éditions de Ramirez en français, il y avait le logo IDW avec dedans. On s'était amusé à faire des choses comme ça. Et voilà, donc c'était, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà, l'idée c'était de créer des passerelles. Bon, il s'est trouvé que ça n'a pas... Ça, malheureusement, là, pour le coup, c'est vraiment indépendant de nous. Ça, c'est plutôt du côté d'IDW qu'ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, leur stratégie, puis de personnel nombreuses fois. Donc bon, ça, c'est les hasards de la vie. Le juste un peu de cendre aussi, c'était censé être IDW. Juste un peu de cendre aussi, ouais. Tout était quand même. Tout était, en fait, le deal était sur toutes les créas que j'avais lancées. En fait, c'était c'était un joli partenariat. Ils avaient annoncé ça. Il y avait eu des trucs de com et tout. C'était. Mais bon, tu sais, des fois, tu penses que ça va le faire. Et puis, le marché aux États-Unis est très, très volatile aussi. Hein. Les choses évoluent très, très vite. Ce qui est vrai un jour, l'est parfois plus le lendemain. Tu as des effets de mode, j'ai l'impression aussi quand même parfois, même de maisons d'édition qui deviennent à la mode. Si tu prends l'exemple de Boom Studios, ces dernières années, les titres sont de qualité aussi, il y a des titres de qualité, mais parfois tu as aussi quand même l'impression que ça fait beaucoup caisse de résonance parce que c'est un truc où quelque chose a beaucoup marché avant, donc c'est un peu la recherche. Disons, tu sais, c'est la vie de l'édition aussi. Et à partir du moment où tu as une maison d'édition qui a un ou plusieurs gros succès, ça devient une maison d'édition un peu hype. C'est ça. Image l'a été, Boom l'est aujourd'hui, mais parce que les bouquins sont bons. Tu vois, c'est pas juste parce qu'il y a un effet de hype. L'effet de hype, il est lié quand même qu'il y a des lecteurs, à l'attrait et aux ventes des bouquins, quoi. C'est pas juste lié au fait qu'ils ont une bonne gueule et qu'à un moment donné, on a envie de leur faire plaisir. C'est tout simplement parce que c'est le business qui a parlé, quoi. Il y a un autre axe aussi que tu as développé au cours de ces années, c'est la collection Login, qui avait, je trouve, au départ, un angle vachement intéressant sur le fait que tu proposais, notamment pour les comics Archie, du coup, qui arrivait avec les succès de Riverdale et l'avenue après de Chilling Adventures of Sabrina, de vouloir proposer du souple dans un marché qui, depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'était quand même cantonné maintenant vraiment au pur cartonné. Et toi, tu avais ce format souple un peu plus grand, assez particulier et surtout, mais qui d'un point de vue politique tarifaire était hyper agressif par rapport à ce que tu trouvais. Tu pouvais quand même t'avoir du coup du Betty et Veronica de Adam Hughes pour 12,50 €, quoi. Ouais, en fait l'idée c'était de proposer quelque chose de qualité mais pas trop cher, justement parce que young adulte, donc quand t'es ado, t'as pas forcément de thunes. Donc, pour acheter un comics 15 ou 20 balles, c'est hyper cher, quoi. Et donc, l'idée, c'était de trouver un bon compromis entre un prix de vente qui soit attractif
mais qui ne soit pas non plus trop ras des pâquerettes, parce que quelque part, je trouve que ça dévalorise, ça donne une image, tu vois, on comprend plus en fait. À partir du moment où tu vois un truc 5 balles, tu sais plus quel est le vrai prix en fait. Et donc, si tu te mets à vendre tout à 5 euros, bah, tout le monde dit ah bah non, mais moi je préfère acheter 5 euros. Bah oui, normal, c'est moins cher. Mais c'est pas forcément ce que coûte, enfin, c'est pas forcément l'économie du bouquin, quoi. Donc là, l'idée, c'était de trouver un prix qui soit attractif, une fabrication qu'on pensait peut-être séduire un public plus jeune, tu vois, plus moderne, avec des bouquins qu'on peut mettre dans des sacs, des trucs plus facilement qu'un grand format cartonné. Mais en l'occurrence, il y a eu vraiment pros and cons, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont détesté le truc en disant mais c'est nul, c'est trop mou, la jaquette se barre, etc. Ce qui n'était pas faux sans doute. Et des gens qui ont dit ouais c'est super, c'est vraiment un format différent et ça donne, tu vois, un truc un peu plus moderne. Moi je trouve ça cool, etc. Donc on a pris les deux avis comme d'hab. Tu sais, c'est difficile de concilier tout le monde en fait, c'est normal, hein. Et donc, pourquoi vous ne l'avez pas sorti au format comics? Pourquoi vous ne l'avez pas sorti en label comics? Ben justement, on voulait créer quelque chose qui soit à l'instar des téléspectateurs de la série Riverdale, tu vois, qui sont des ados, qui connaissent pas forcément les comics, qui savent pas du tout au départ que c'est tiré d'un comics, qui n'avait jamais, enfin, par 2-3 trucs, hein, par-ci par-là, publié en France, parce que c'est hyper américain. Enfin, Archie Comics, typiquement, tu publies pas les vieux trucs parce que c'est complètement décalé. C'est beaucoup trop ricain, ouais. Ah ouais, puis c'est archi décalé par rapport à notre culture, même à l'époque, tu vois. Et donc, pour moi, toute cette nouvelle génération de comics Archie, c'était cool, quoi. Je trouvais ça cool. Et l'idée de leur accrocher à Riverdale, c'est évidemment de jouer sur le succès de la série, bien sûr, puisque la série adapte le comics. Donc ça nous semblait complètement cohérent et légitime de le faire. Sauf qu'évidemment, il y a des gens qui voulaient bah non, on préfère cartonner, tout ça. Et on s'est dit, bah tant pis, on va essayer de faire un truc, c'est d'écouter. Est-ce que vous préférez souple et cartonné? Je crois qu'on avait fait, si ma mémoire est bonne, on avait fait une sorte d'appel à témoignage et à vote pour dire est-ce que vous préférez qu'on continue en souple ou on écoute, comme quoi on écoute le public, tu vois, on écoute les lectrices et les lecteurs pour nous donner leur avis. On a dit ben, si votre avis est majoritairement pour le cartonner, on fera cartonner. Et on l'a fait. Ah, ce que vous avez fait, ouais, du coup. On l'a fait. Donc, je sais pas si les gens ont apprécié. Je crois que certains, oui. On a, tu vois, comme quoi on est resté, je pense, à l'écoute aussi de l'avis des gens, parce qu'il faut faire ça. T'as vu quand même une transformation après dans les ventes, ou est-ce que c'était juste que vous avez suivi au final l'avis de gens qui s'exprimaient beaucoup, mais qui en réalité n'étaient pas un grand nombre de lecteurs, au final, les ventes ont été étales, on va dire. Ça a pas plus cartonné ni moins cartonné, en fait. Je crois qu'on a fait plaisir aux lecteurs historiques de comics, mais que in fine, ça n'a rien changé à la vie du bouquin et à la vie de l'univers qui progressivement s'est tassé, tu vois. À un moment donné, au tome 3 d'Archie, c'était déjà pas cuit, mais quasi cuit, quoi. Donc c'est dommage parce que c'est un truc sympa, mais finalement, ça n'a pas été tellement suivi. Il n'y a pas eu tellement de lecteurs que ça. Et ce qui avait bien marché, c'était le premier Sabrina aussi. Guerre Sakasa, donc ça c'est cool, quoi. Frank Avila, Guerre Sakasa, ça a bien marché, ça. Mais le truc, c'est que vous l'avez quand même sorti, celui-là, c'est vraiment celui parce que, après, je suis pas sûr que tu écoutes tous nos podcasts, mais on en a parlé quand même pas mal de fois en disant à chaque fois, mais pourquoi vous avez mis autant de temps à sortir le Chilling Adventure de Sabrina alors que parce que le tome est sorti quand même plus d'un an après le démarrage de la série Netflix et on avait vraiment l'impression que là-dessus vous avez loupé un coche, quoi. On a ouais, je pense que t'as raison. Sans faire de procès non plus, tu vois. Non, mais t'as raison, hein. Je pense qu'effectivement on a dû louper un coche par rapport à ça. Je saurais plus t'expliquer pourquoi, en fait, c'est pas volontaire. On a si je me souviens bien, on a dû sortir au moment de la saison 2, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il me semble que c'est ça. Et au début, je voulais le faire à Halloween, mais peut-être, enfin, tu vois, pour le coup, il faudrait rechecker les dates, hein. J'ai pas tout le programme des bouquins que j'ai sortis en tête, mais on a l'idée, c'était de faire un événement un peu Halloween avec le Afterlife with Archie aussi. Et au final, ça a été Afterlife with Archie avec Vampironica. Et donc là, on est sur du pur cartonné depuis, quoi.
Mais voilà, le facteur de curiosité des lecteurs hors sphère hardcore lecteurs de comics, il est quand même pas hyper focalisé sur l'indé en fait. Donc et puis je pense qu'il y a un tel matraquage du business audiovisuel autour du comics via les super-héros, que ce soit le MCU, que ce soit Disney+, avec les séries WandaVision, Loki, Winter Soldier et Falcon / Captain America, tout ça, que le marché du super-héros est redevenu, et quelque part l'a toujours été, ne nous voilons pas la face, la définition dans l'esprit des gens du comics américain. Et donc t'as quelques séries en épiphénomène qui arrivent un peu à tester du contraire, parce qu'on a vu que Umbrella Academy, The Boys, Invincible et tout ont beaucoup profité aux comics. Après, ça reste toujours des déclinaisons un petit peu de super-héros. Et sinon, t'as Lock and Key aussi, qui a quand même aussi un bon succès par rapport à l'adaptation. Mais après, Lock and Key, ça se vendait aussi très très bien déjà avant, quoi. Mais c'est vrai que souvent, ça reste dès lors que t'es dans le registre super-héros que ça marche bien. Je sais pas, est-ce que The Old Guard, ça a eu un bon effet sur vos bouquins? Je vais t'en parler, mais juste avant, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est un coup de dé parfois. Ça dépend pas que de la qualité de production des programmes audiovisuels. Non, effectivement, non. Parce que je trouve que Riverdale, qu'on aime ou pas, c'est quand même une série qui est bien produite, tu vois, en termes de qualité, en termes d'acting, de mise en scène, d'effets, tu sens qu'il y a du budget sur cette série. Il y a une belle photo. Ouais. Il y a une belle photo, ouais, c'est assez élégant, c'est sexy, quoi. Et effectivement, les ventes sont pas ouf. Umbrella Academy, de ce que j'ai compris, c'est tant mieux pour Delcourt et Thierry, parce que pour le coup, c'est un titre historique du catalogue Delcourt qui était un peu qui sommeillait, et je crois qu'ils ont réalisé des ventes comme jamais sur les rééditions. Historiques sur les rééditions. Ils sont arrivés dans le top 30 l'année de publication. Ouais, ensuite, tant mieux. Moi, je suis content parce que ça veut dire que il peut y avoir ce genre de phénomène, mais effectivement, c'est pas quelque chose de systématique. Et l'enjeu, c'est pas forcément d'essayer de se dire il y a une série télé donc ça va marcher. Je sais pas ce que donne Sweet Tooth par exemple en vente depuis que la série est diffusée sur Netflix. C'est un peu François attend encore, mais il me semblait que ça commence à avoir un effet bénéfique. Ouais. Donc tant mieux pour lui et pour Sweet Tooth qui est un super bouquin. Moi je peux te parler de Old Guard parce que c'est hyper rigolo, sans rentrer dans les détails des chiffres, mais c'est hyper marrant parce que le bouquin est sorti en janvier. Ça a été des ventes honorables, c'était pas un carton, mais j'étais un peu déçu même par rapport à ce bouquin en particulier, par rapport aux séries de Greg en général. Mais bon, disons que voilà, il a eu des ventes honnêtes, ce bouquin. Et juillet, je crois, sort The Old Guard. J'étais dans le sud de la France, chez mon ami Roland Boschi d'ailleurs. Salut Roland. Dans le sud, à Nyos, dans la Drôme. Et donc, avec ma nana, on se dit t'as vu sur l'iPad, il y a pub pour Apple au passage. Il y a The Old Guard qui vient de tomber sur Netflix et tout. Donc on a regardé The Old Guard. Et moi j'ai un avis un peu mitigé sur le film. Tu peux dire qu'il est nul, hein. Non, je le trouve pas nul, mais je le trouve vraiment pas au niveau du récit. Non, mais quelle déception par rapport à ce que la BD. Mais moi, tu me mets Charlize Theron, je suis déjà conquis, tu vois. Voilà. Ça, on est d'accord, mais ça ne suffit pas. Et là, non, ça suffit pas, mais bon, moi j'étais content, même si Mathias Schoenaert aussi, j'ai trouvé qu'il était cool. Mais disons que globalement, c'est pas très bon, quoi. C'est juste que l'esthétique, surtout en plus, arrive même. L'esthétique n'a rien à voir. Bon, on va se l'avouer, c'est vrai que c'est pas très bon, The Old Guard, le film. Mais j'ai doublé les ventes du bouquin. Tu vois, comme quoi... Les affaires, c'est les affaires. Voilà, les affaires, c'est les affaires. Mais c'est marrant parce que pour le coup, on avait un poil anticipé, mais pas tant que ça, tu vois. Pas tant que ça. Et parce qu'effectivement, si tu veux, quand tu tapes... tu vois, Dark Crystal aussi, ça n'a pas eu un effet, de ouf. Pourtant, c'est un chouette bouquin. Mais les ventes étaient correctes. Hein, tu vois, voilà, parmi ces bouquins qui
sans avoir d'éclat particulier, voilà, ont vécu leur bonhomme de chemin. Plutôt, je trouve qu'on a eu, c'est peut-être 2-3 dernières années, peut-être moins d'agressivité en termes de titres parce qu'on a fait plus gaffe à ce qu'on faisait, tout simplement. Et puis je pense qu'on a eu des bouquins qui ont trouvé quand même leur rythme de croisière, pour parler tout à l'heure de bouquins qui n'avaient pas trouvé leur public. Ceux-là, on l'ont trouvé. Et ont été finalement, tu vois, rentables, tout en étant voilà, des ventes pas de ouf, mais correctes, quoi. Enfin, qui suffisent à justifier le fait que tu puisses éditer la suite, notamment The Old Guard avec le deuxième tome qui est sorti. Voilà, le deuxième tome qui est sorti. Et juste d'ailleurs, sur ce tome particulier, pourquoi le macaron Netflix dans la couverture? Joker. Ouais, d'accord. Ouais, Joker. Non, je crois qu'il y a eu un couac à un moment donné, parce que pour moi, c'était un sticker. Mais ouais. bon, on va dire, j'en suis l'éditeur, donc j'en assume la responsabilité. Mais ouais. Non, c'est une connerie, on n'aurait pas dû faire ça, en fait. Ok, c'est pas grave, c'était juste. Non, mais t'as raison de le dire. Je te remercie, Arnaud, je te retiens. c'est cool. Et alors, je voulais aussi, parce qu'il y avait encore d'autres choses que je voulais voir. Un côté aussi sur l'aspect, quand on édite des comics, on essaie de faire sortir un petit peu les bouquins du rayonnage comics, et je pense notamment à certaines choses qui ont été faites. Alors, on parlait de Ramirez juste avant, qui a un succès colossal en France, et qui justement n'est plus en fait vraiment sous Glénat Comics, mais que tu as sorti à part pour j'imagine le mettre ailleurs dans le rayonnage BD. Tu as aussi le cas du Mercy par exemple de Mirka Andolfo, qui a été découpé en albums vraiment de 2 numéros pour faire limite des albums de BD franco-belge, et ça marche en tout cas dans le placement librairie, parce que je suis allé vérifier. Merci était effectivement dans le rayon des BD de gens plutôt que dans le reste. Et donc, je veux voir un petit peu cette stratégie du coup de vraiment, en fait, pour vendre du comics, faut le mettre ailleurs que dans le rayon comics. Non, je trouve ça dur de dire pour vendre du comics, faut le mettre ailleurs. Mais disons que pour vendre certains bouquins, c'est bien de les faire découvrir par plus. Tu vois, pour vendre Batman, t'as pas besoin de le mettre dans le rayon BD. Mais en l'occurrence, c'est deux cas qui sont assez différents l'un de l'autre, mais qui sont liés quand même à un rapport de personnes. Quand Nicolas Petrimo m'a contacté en 2015 pour me dire qu'il avait envie de développer un nouveau projet, il avait fait très peu de BD, Nicolas, et en tout cas, il n'avait pas fait de BD solo à ce moment-là. Et Nicolas, je le connaissais un petit peu quand même, parce qu'on avait partagé à l'époque dans Kama des mêmes locaux, puisque lui il travaillait comme directeur artistique chez Café Salé, et moi j'étais dans les locaux parisiens d'Ankama, donc rue du Château d'Eau, à côté de la gare du Nord de l'Est, et donc on s'était croisés, on s'était côtoyés. Il m'avait d'ailleurs il m'avait envoyé son tout premier projet d'auteur de BD à l'époque, mais moi je faisais déjà plus chez Ankama de bande dessinée à ce moment-là, et donc je l'avais envoyé à Run du label 619. Parce qu'il a publié dans Doggy Bags du coup. Et du coup, Run n'avait pas pris le projet de Nico, mais avait proposé à Nicolas de bosser avec El Diablo sur une histoire de Doggy Bags, absolument, tome 4 de Doggy Bags. Ce qui me permet de vous faire juste une petite pub pour écouter les chroniques de Doggy Bags qui sont sorties là tout cet été, voilà, puisqu'on aborde ce sujet effectivement. Pardon. Ok, pas de souci. Et donc Nico m'envoie son projet, et effectivement j'étais déjà en train, puisqu'on est en 2015, de réfléchir et de travailler à des idées de création originale. Et donc Nico m'envoie son projet sur Messenger, je crois, et donc il me semble que c'est ça. Et je me souviens parce que j'étais à Grenoble dans les locaux je dirais historiques et le siège de Glénat. Et je reçois le truc, et je réponds à Nico, merci et tout, je vais regarder et tout. J'ouvre le PDF, je dis putain, mais c'est de la bombe et tout. Nico, il a pris d'un niveau de malade et tout. Enfin, c'est super, putain, c'est hyper beau, machin, etc. Et là, je me dis, waouh, putain, Nicolas, il pourrait être génial dans un partenariat avec un gros scénariste américain. Tu vois, je me suis dit, tiens, je vais demander, je sais pas, à Ruka ou à Fraction, ça vous dirait pas de bosser avec ce mec et tout. Et je propose à Nico, il me fait ouais, pourquoi pas, mais bon, tu veux bien quand même regarder mon projet, lire le truc et tout. Je fais ouais, bien sûr, mais tu sais, moi, je faisais le malin, je dis ouais, non, mais garde en tête ça, faire un truc et tout. Je lis le bouquin,
Je l'appelle, je lui fais, tu sais quoi, laisse tomber. Mon idée, c'est une idée à la con. Ton projet, c'est de la bombe, mec. Donc, moi, je le trouve super. On échange là-dessus. Et je lui dis justement, tu vois, chez Glénat, il avait entendu, alors je sais plus comment, mais que je faisais de la créa, pas juste de l'achat de droits. Et donc, il me dit, voilà, ça m'intéresse ton initiative par rapport à ton parcours, est-ce que tu fais avec les requins, tout ça. Et donc, Ramirez faisait effectivement partie des bouquins sur lesquels j'ai échangé très rapidement avec Chris Ryall, qui m'a dit, mais c'est super et tout. J'avais même préparé dès San Diego, donc la grand-messe annuelle, tu sais, du comics aux US, un dossier pour présenter Ramirez. Tu vois, j'avais déjà préparé avec Nicolas, on avait fait un truc et tout, assez génial. Et donc, en travaillant avec Nico, parce qu'à ce moment-là, il bossait encore dans le jeu vidéo pour Arcane à Lyon. Il a travaillé notamment sur Dishonored 2, très largement sur Dishonored 2, parce que Nico a un gros background dans le jeu vidéo. Et en fait, au cours de nos divers échanges et tout, le récit que Nico était en train de développer prenait vraiment une certaine densité. Tu vois, c'est des pages qui sont extrêmement dynamiques, mais qui sont quand même très riches en informations, très riches en dessin, en background, en décor, tout ça. Et donc, on avait envisagé au départ de le sortir au grand format comics, entre guillemets, tu vois, comme Croque-Mitaine, comme Lazarus. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne s'interdit pas un truc avec ce bouquin? Parce que quand tu sors quand même dans ce format-là, tu es labellisé, tu vois, comics. Donc forcément, on revient à l'idée de niche, tu vois. Et en fait, j'ai interrogé un peu les gens en interne chez Glénat, les commerciaux, marketing, tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, écoute, ça a l'air de le faire. J'ai fait lire le bouquin quand il était aux 3/4 fini, ou 2/3 plutôt, puisqu'il y avait 2 chapitres sur 3, tu vois. Donc j'avais gardé ça sous le manteau avec Nico. On se faisait un peu oublier pour qu'il puisse avancer, parce que ça lui a demandé énormément de boulot. D'ailleurs, ça se ressent quand tu vois la qualité du bouquin. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, mais si on agrandit le bouquin et qu'on fait tu vois, une homothétie en fait comics, mais au format un format se rapprochant de la BD 24-32, tu sais, on appelle ça le 24-32, grand format BD. Et en fait, ça fait 32 de haut, mais ça fait pas 24 de large, puisque c'est une homothétie comics, donc c'est plus réduit. Et ça faisait un espèce de bouquin assez fat au final, tu vois, 144 pages le tome 1. Et donc on a voilà, il y a eu une émulation, je crois. Les libraires s'en sont hyper vite emparés. Donc un grand merci à nouveau aux libraires, parce que ils ont joué un rôle déterminant dans la vie de cet album, dans son succès. Et ça a été un carton. Ça a hyper bien démarré, et ça, c'est un succès qui ne s'est pas démenti, même si il y a eu un peu plus de 2 ans entre le tome 1 et le tome 2, puisque le tome 1 était sorti, on va dire, fin mai 2018, et le tome 2, pour cause de Covid, on a dû le décaler un peu, mais en décembre 2020. Et là, c'est un énorme succès. Je suis hyper content pour Nicolas, parce que je trouve qu'il fait un travail remarquable. C'est un staccanovis, c'est un bosseur, il a un souci du détail, une passion du travail bien fait, comme on dit. Il est vraiment dans l'absolu. Et c'est une énorme qualité. C'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même. Et donc, voilà, il fait en sorte de livrer le meilleur de son boulot. Et je trouve que sur cet univers-là, ça a payé. Pour le coup, c'est un succès mérité, en fait, pour lui. Parce que, voilà, son succès, même si, évidemment, on l'a accompagné chez Glénat, on lui a donné les moyens de le faire. Il le doit à lui, en fait, en premier lieu. Donc, gros succès de Ramirez, qui, effectivement, m'a permis, je pense, de développer une autre image auprès des libraires. Donc on a gardé à l'intérieur, parce que c'était notre kiff de départ avec Nico, le label Glénat Comics, mais c'est sorti sous marque Glénat. Et donc les libraires
je pense, ont été marqués aussi à ce moment-là par une nouvelle proposition chez Glénat de bande dessinée de genre, avec un format un peu atypique, un peu non conventionnel, grosse pagination, 19,95 €, tu vois, un format un peu zarbi, une fab hyper soignée avec un embossage et tout ça. Et donc ça a donné, je pense, ça a permis peut-être aussi, comme ils nous ont soutenus et comme ils nous ont suivis énormément, et on a beaucoup échangé avec les libraires. Moi, j'ai beaucoup échangé, et puis j'en connais plein, parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont libraires encore aujourd'hui de BD en France, voilà, d'échanger là-dessus, et je pense que ça leur a donné une vision un peu, tu vois, différente de ce qu'on était capable de proposer, et de ce que moi j'étais capable en tant qu'éditeur de proposer, et je pense qu'ils m'ont aussi un peu suivi sur d'autres trucs après. Et pour ce qui concerne Mirka Andolfo, là où je disais qu'il y a une similitude avec Nicolas, c'est que c'est ma relation à Mirka, qui est une amie. Elle et David Ecacci, son compagnon, sont des amis très proches. Je voulais faire Contre Natura, qui était sorti chez Panini en Italie. Je ne voulais pas faire une série. Je voulais vraiment faire un gros one-shot, une histoire complète. Il y avait 2 raisons à ça. En toute honnêteté, la première, c'était que je me suis dit, si je fais en 3 tomes, si jamais ça vendouille un peu le premier, on va complètement se ramasser aux 3. Donc, il vaut mieux proposer finalement, et après, c'est un truc que j'ai fait plus souvent, de proposer des omnibus. Ouais, comme pour Coda, comme pour Ext aussi. Ouais, je voulais arrêter cette hémorragie parfois qu'il y a au tome 2 et 3, et proposer des bouquins qui sont un peu plus chers à la vente, mais un peu dans une économie qui me semblait un peu plus maîtrisée. Et en fait, on a cartonné avec Contre Natura. Et je trouve que Mirka le mérite vraiment. Et ça a permis de faire connaître son nom. Et quand elle a travaillé sur Merci, donc toujours chez Panini en Italie, elle a travaillé dans un format différent de Contre Natura, dans un format un peu plus large. Tu vois, c'est pas une Homothétie Comics, en fait, Merci, en ses originaux. Et son kiff d'autrice, c'était de faire un album en BD. Et au début, j'ai dit, bon, on fait quoi? On fait un gros bouquin, on fait comme Contre Natura et tout. Elle m'a dit, bah non, moi je voulais, oui, si tu veux, mais moi ce qui me faisait plaisir, c'était de faire vraiment un format BD, c'est ça que j'ai envie. Et donc, du coup, on s'est dit, bah voilà, moi ça me paraissait légitime et normal, dans ma relation avec cette autrice, de répondre à ses attentes. On en a les moyens, on sait faire de la BD. C'est pas un calcul d'apothicaire de se dire allez, on va démultiplier les petits pains par 3 en faisant 3 bouquins au lieu d'un pour le même prix. Je sais que des gens ont pensé ça, non? Je m'en suis expliqué d'ailleurs assez longuement sur Facebook, justement pour expliquer pourquoi on l'avait fait. Et parce que quand vous achetez une version chez Image, je les adore chez Image, mais c'est une version où les planches sont coupées. Donc moi je voulais vraiment faire le bouquin dont Mirka rêvait, et elle en est très heureuse, et ça a très bien marché d'ailleurs. On a sorti les 3 tomes de manière assez rapprochée puisqu'ils étaient publiés. Et puis voilà, on a joué le jeu aussi. On a eu cette idée de faire un peu à l'instar des Italiens une version collector, un peu différente par rapport à la version italienne. Mais en tout cas, de reprendre ce contenu-là et de sortir de manière aussi rapprochée les éditions collector. Et peut-être qu'on fera que Glénat fera une intégrale plus tard de la série. Mais pour moi, il ne faut pas faire une intégrale au format comics, puisque ce n'est pas le format de la BD, en fait. Donc voilà. Et puis, ça permet aussi de donner à Mirka une visibilité en dehors, justement, de la sphère comics. Ok. Et alors du coup, là, tu t'en vas de Glénat Comics, si on a bien suivi ton actualité. Est-ce que tu nous peux dire juste un peu comment doit vivre le label maintenant que tu t'en vas? Est-ce que tu continueras de superviser des trucs, peut-être en externe aussi, ou je sais pas ou, Disons que oui, donc en effet, ça a été annoncé unofficially récemment. c'est sur Comics Blog, donc c'est officiel techniquement. Ouais. Ouais. Vous êtes bien informés, les mecs. Oui, donc en effet, j'ai quitté d'ailleurs techniquement, puisque depuis je sais pas quand tu vas diffuser, mais d'ici la fin de semaine. D'ici la fin de semaine, voilà, le 11 août, j'ai fini mon contrat aux éditions Glénat. Ils ont vraiment été super. Ils sont toujours super, Glénat avec moi. Ils ont, je dirais, il était extrêmement compréhensif par rapport à la proposition qui m'avait été faite
de rejoindre les éditions Dupuis. Je crois qu'ils auraient aimé que je reste un peu plus, mais en effet, ils ont été vraiment je dirais, hyper compréhensifs et d'un soutien. Je les en remercie d'ailleurs une fois de plus, parce que c'est pas toujours facile quand tu changes de crèmerie, comme on dit, que ça se passe bien. Et là, ça se passe super bien. Voilà, c'est des gens super. C'est une équipe que, évidemment, je vais regretter, parce que c'est des gens avec qui j'ai développé depuis 7 ans maintenant une relation de travail, une relation d'amitié aussi, avec beaucoup d'entre eux d'ailleurs. À commencer par le directeur général, Jean Paciuli, qui est un type absolument formidable et qui m'a je dirais, donner ma chance de faire des couillonnades, tu vois, d'essayer des choses, de tenter des trucs, et avec la bienveillance de Jacques Glénat et puis de sa fille Marion, qui va reprendre le navire dans quelques années. Et puis, j'ai aussi voilà, plein de camarades, en particulier deux, pardon aux autres, mais Julia Souchal, qui est secrétaire d'édition avec laquelle j'ai travaillé chez Glénat, qui est super, et Robin Joly, éditeur junior, qui était dans mon équipe, puisque j'avais un statut de directeur édito chez Glénat, parce qu'on est plusieurs directeurs éditoriaux chez Glénat. Donc, j'ai eu effectivement une opportunité, une belle opportunité de rejoindre Dupuis avec un ami qui m'est cher, un ami de très très longue date, qui est Stéphane Beaujean, qui est le directeur éditorial de Dupuis. Stéphane, je pense qu'on se connaît depuis 25 ans quasiment. Il a même été membre de mon équipe en librairie à l'époque. Et donc, récemment, il était encore directeur artistique du Festival d'Angoulême. Donc, il a un parcours absolument stellaire. C'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un avec qui je m'entends, je dirais, très bien d'un point de vue de l'amitié, d'un point de vue du travail. Je pense qu'on a une perception assez commune des choses. Et puis, voilà, Dupuis, c'est, pour revenir au début de la conversation, on boucle la boucle. Avant d'acheter Strange 52, je lisais Les Petits Hommes de Céron, Le Lac de Loto, le tome 4 à l'époque, acheté en nouveauté par ma maman, parce qu'elle m'avait amené à son bureau et je me faisais chier à son bureau, et elle s'est dit, bon, il faut que je fasse un truc, là, c'est pas possible. Et donc, elle m'a acheté ce bouquin, et ça a déclenché tout, en fait. La passion de la BD, et c'est vrai que c'est marrant, parce que Minot, cette époque-là, tu lis surtout du Dupuis, parce que c'est de la BD plutôt jeunesse, tu vois. Yoko Tsuno, Les Petits Hommes, les Lucky Luke à l'époque, en souple, format souple, J. Jourdan, donc je suis over fan. Et donc voilà, donc je sais pas si je boucle une boucle, peut-être, mais en tout cas, c'est une maison d'édition qui s'apprête à vivre son centenaire l'année prochaine, qui a créé de nombreux héros extrêmement charismatiques et emblématiques du 9e art. Il y a d'autres maisons qui l'ont fait, évidemment, mais chez Dupuis, il y en a eu quand même beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a le magazine Spirou. Enfin, tout ça, c'est hyper impressionnant, quoi, parce que c'est un nouveau challenge de vie. Tu vois, à mon âge canonique, voilà, c'est un move que j'avais envie de faire, parce que j'aime bien aussi tenter des trucs nouveaux, me réinventer. Tu parlais des changements qu'on a fait chez Glénat Comics, et des choses que j'ai sorties. Je pense que je suis quelqu'un qui aime la diversité, qui aime l'éclectisme aussi, et le fait de rejoindre Dupuis, je trouve, participe de ça. C'est un nouveau challenge de vie, c'est un challenge professionnel, et c'est l'occasion de travailler, voilà, avec des gens que j'aime, et avec une maison qui est extrêmement impressionnante, et de quitter une maison qui est aussi impressionnante, parce que Glénat, c'est une très très belle maison d'édition qui fait de belles choses depuis 5 décennies. Et donc voilà, donc là, l'idée, c'est voilà, de partir dans une nouvelle aventure, de développer d'autres choses, de continuer certaines choses que je sais faire. Je crois que le métier d'éditeur, quelque part, c'est quelque chose que tu as en toi. Je ne sais pas si ça s'apprend dans des écoles. Moi, je l'ai plutôt appris sur le terrain. Sur le terrain, on dirait, quand même. Hein, moi, je l'ai appris sur le terrain. Moi, je suis un mec du terrain. Je suis pas du tout... je n'ai pas suivi d'études. Tu sais, je te disais tout à l'heure, j'ai fait des études scientifiques, donc rien à voir. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça me va de me jeter un peu dans ce nouveau challenge, et puis de voir comment on va
faire des choses amusantes et passionnantes. Et du coup, sur la direction du label, ça, tu laisses ça à d'autres personnes? Alors, la direction du label est reprise justement par Julia Souchal, qui est entre-temps devenue éditrice junior. Donc Julia va assurer la continuité et la poursuite des séries en cours. En termes de, si la question sous-jacente c'est qu'est-ce que vous allez publier chez Glénat Comics, ouais, plus en termes de volume. Après, en termes en termes de volume, j'imagine que par exemple le nouveau The Old Guard, enfin l'anthologie The Old Guard Tales Through Times arrivera à terme, par exemple, donc, ce genre de choses. Le label comics, c'est un label qui aujourd'hui publie 10 bouquins par an, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Non, c'était 7 en 2020. 7 en 2020, ouais, mais il y a eu Covid en 2020. Mais là, on en a que 2 ou 3 pour voilà, encore. Et en fait, l'idée, c'est d'être archi raisonnable et évidemment de continuer les séries qui fonctionnent. Je crois qu'on a arrêté tout ce qu'il fallait. Pardon à ceux qui avaient envie de lire les suites. Mais on a arrêté tout ce qu'il fallait arrêter. Je suis très content du destin de Coda parce que c'est un bouquin que j'adore. C'est un bouquin qui, pour moi, méritait ce type d'édition-là, c'est-à-dire une belle intégrale comme ça, un bel omnibus. Et pour la suite, je pense que Lady Mechanica va continuer son bonhomme de chemin, Lazarus, les séries de Greg, évidemment, et puis peut-être d'autres choses. Peut-être que d'autres personnes au sein de Glénat pourront aussi apporter de l'eau à ce label, parce qu'il y a des forces vives, des belles forces vives dans la maison Glénat qui peuvent... tu vois, je pense à Nicolas Forçant, par exemple, qui a un vrai regard aussi sur le marché américain. Il connaît bien, c'est mon pote. Et Nico, si tu nous entends, si tu as envie de faire un peu de comics chez Glénat, te prive pas. Je crois que ce sera le bienvenu, quoi. Ok, très bien. Écoute, Olivier, je te remercie pour tout ce temps que tu nous as accordé, et voilà, ce grand bilan un peu des 7 années que tu as passé chez Glénat. Donc merci beaucoup à toi. Merci Arnaud, puis merci à toutes et tous, et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Non, je ne le pense pas. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir quand même ton regard, vu que tu as été au cœur du chantier pendant ce temps-là, et d'avoir quand même aussi tout ce recul et juste aussi ces clés de compréhension pour savoir un peu comment ça fonctionne dans le domaine de l'édition des comics, puisque vous savez qu'avec First Print, on a envie de vous faire découvrir tout cela. Donc, on espère que l'émission, ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez partager le podcast, surtout ceux-là, moi je les aime beaucoup, voilà, quand on fait intervenir les gens dans l'édition et tout ça, c'est important de faire découvrir ça à tous les gens qui lisent du comics, donc n'hésitez vraiment pas à partager. Vous pouvez également réagir à l'émission dans les commentaires sur notre site et sur nos réseaux sociaux, et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!